Merci d'avoir bravé le froid, les embouteillages parisiens pour venir ici. Monsieur Olivier Babot, je suis président de l'Institut Sapiens, professeur à l'Université de Bordeaux, donc là je suis loin de mes bases, mais je suis toujours content de revenir ici où j'ai fait quelques cours, et puis c'est le moment, vous savez, de se souvenir que quand on est étudiant, on supporte très très bien les bancs en bois, et puis en vieillissant, on se dit « Ah oui, finalement, après coup, c'était pas très confortable ». Nous sommes ravis de refaire notre premier événement en physique d'ampleur, un peu plus de simple petit déjeuner en physique, depuis 2 ans, ici à Sciences Po, dans cet amphi. Figurez-vous que la dernière fois que nous devions tenir un événement, il était prévu le 18 ou le 19 mars 2020, ce qui était une excellente date. Et évidemment, notre merveilleuse conférence s'est terminée beaucoup plus tôt que prévu, et on était tous évidemment cantonnés chez nous, et donc nous étions un peu frustrés depuis 2 ans, et c'est aujourd'hui une revanche que nous essayons de prendre. L'Institut Sapiens, en un mot, c'est un laboratoire d'idées, je crois. C'est un laboratoire d'idées, c'est-à-dire un endroit où nous faisons travailler ensemble des experts pour produire de la réflexion qui permet d'éclairer le débat public. Nous existons depuis 4 ans, et c'est dans le cadre de l'Observatoire Sciences et Société que nous organisons ce soir cette conférence, en partenariat, en complicité avec nos amis de Sciences Po Alumni. Évidemment, nous sommes aussi ici chez eux ce soir. Ce soir, nous parlons d'un sujet, je crois, important, malheureusement aussi grave. Notre conviction depuis la création de Sapiens, c'est que le siècle des data doit d'abord être celui des idées, que l'information sans sens, sans réflexion, n'est-ce pas, n'est que ruine de l'âme, et qu'elle appelle des efforts sans précédent de prise de conscience, de débat et d'échange. Et c'est dans cette optique ce soir que nous allons parler à la fois du sujet du rapport de la science et de la société, et de cette question capitale de la transition énergétique, évidemment, face notamment aux défis climatiques, mais aussi de la biodiversité, tous les défis environnementaux. Ce soir, pour être la maîtresse de cérémonie, pour guider les débats, j'ai le grand plaisir d'accueillir Géraldine Vosner, que tout le monde connaît sans doute. Géraldine, tu es journaliste au Point, un journal, un hebdomadaire que je ne conseillerais jamais assez. Donc abonnez-vous, évidemment. Et c'est donc à Géraldine que je laisse la parole pour ce soir. Je reviendrai juste peut-être dans le petit débat conclusif, mais je voulais d'abord, Géraldine, te remercier énormément d'avoir accepté de piloter les échanges ce soir. Merci à tous et très très bonne conférence. Merci. Je vais rester là. Merci Olivier. Pour cette conférence, c'est un défi crucial que représente ce divorce entre la réalité scientifique, la perception qu'on a de la société. On voit année après année qu'un fossé se creuse, et pour évaluer l'ampleur, l'étendue de ce fossé, j'aimerais prier Monsieur Perrineau de nous rejoindre. Pascal Perrineau, que vous connaissez bien dans ces murs, on ne vous présente plus, professeur à Sciences Po. Alors, quand on voit que 58% des Français aujourd'hui, que les 3/4 des jeunes croient, puisque c'est une croyance, que le nucléaire, par exemple, émet des gaz à effet de serre, on se demande finalement qu'est-ce qu'on a raté, et est-ce que la situation est aussi préoccupante que cela ? Bien, merci de votre invitation. Ravi d'être avec vous ce soir pour réfléchir sur ce thème de rapprochement de la science et de la société à partir de l'enjeu de la transition écologique. Nous sommes, vous savez, je suis également, indépendamment de professeur dans cette maison, je suis président des anciens de Sciences Po, et nous sommes très heureux pour la seconde fois, au travers de notre groupe Énergie, qui rassemble tous les anciens de Sciences Po qui travaillent dans le champ des énergies, de l'énergie. Nous sommes très heureux de travailler à nouveau avec vous en tant que groupe d'expertise, même si dans ce groupe énergie, il y a beaucoup d'experts. Et s'il y a des anciens de Sciences Po qui sont là ce soir et qui ne sont pas encore membres
de Sciences Po Alumni, je vous appelle à adhérer dans un moment où c'était un bon signe. Tout à l'heure, le nouveau directeur de cette maison et administrateur de la Fondation nationale des sciences politiques est venu nous saluer, ce qui n'était pas la coutume d'habitude. Donc comme les choses commencent bien, il faut que l'association des anciens pèse dans le Sciences Po de demain, et peser, c'est adhérer. Alors, à quelques encablures de l'élection présidentielle, la situation n'est pas aussi dramatique que certains indicateurs le laissent présager. Certes, quand vous regardez la culture moyenne scientifique, la vraie science, les sciences dures, des Français, c'est, quand on la compare à beaucoup de nos voisins européens, c'est une culture scientifique qui laisse à désirer. Et la moyenne des connaissances, au sens cognitif du terme, de la culture cognitive scientifique des Français est faible, pas simplement celle des jeunes. Elle est faible, et donc elle donne un espace important à ce qu'on pourrait appeler les fake news, les théories du complot, qui dans le champ scientifique, en effet, font les ravages que l'on sait. Et c'est vrai que ces fake news, l'IFOP, il y a quelques années, il y a 3 ans, avait mesuré l'impact de différentes fake news. Elle en avait listé 10, parfois extrêmement grossières, comme celle que vous venez de mentionner, et c'était impressionnant. Vous aviez un tiers de la population française qui partageait 4 à 5 fake news sur 10. Alors il y a des fake news un peu sophistiquées de temps en temps, qui peuvent avoir l'apparence du raisonnement scientifique, mais il y a aussi des fake news littéralement énormes. Et là, on voit que la France est un pays plus exposé que d'autres. Il faut dire aussi que c'est un pays, la France, qui a eu la tripe très idéologique pendant de nombreuses décennies, après la Seconde Guerre mondiale, et quand les idéologies quittent le devant de la scène, d'autres types d'idéologies parfois extrêmement simplistes prennent la suite. Dans des pays moins idéologisés, je pense à l'Allemagne, je pense à l'Espagne d'aujourd'hui, je pense bien sûr à la Grande-Bretagne, aux démocraties d'Europe du Nord, la place laissée à ces délires, à ces fake news, est moins importante qu'en France. Mais quand on prend l'enjeu de la transition énergétique, on s'aperçoit que les choses sont plus positives qu'on veut bien croire. D'abord, pour la première fois peut-être, les enjeux de la transition énergétique, du réchauffement climatique, seront des enjeux importants aux yeux des électeurs. L'enjeu, jusqu'à maintenant, dans les 10 élections présidentielles précédentes, était un enjeu qui était présent, mais qui était relativement marginal. Là, pour la première fois, lors de cette 11e élection présidentielle, sous la Ve République, au suffrage universel direct, l'enjeu de la transition climatique est haut, et même très haut. Donc, il y aura forcément, de la part des politiques, sauf s'ils ont une vocation suicidaire, ce qui parfois arrive, il y aura une tentation pour les politiques d'aller se frotter, et se frotter sérieusement à ces dossiers. Alors on verra qu'il y a une sociologie particulière derrière ça. Ce n'est pas tous les Français, ce ne sont pas tous les Français, ce sont certains Français, certaines tranches d'âge, plus que d'autres. Alors quand on regarde les différentes enquêtes, il y a des enquêtes très sérieuses et récentes. L'IFOP avait fait au début de l'année une enquête intéressante pour le MEDEF sur cet enjeu de la transition énergétique. Si vous voulez, on peut rendre compte rapidement, dans les 10 minutes qui me sont imparties, de 3 aspects. D'abord, quel est le degré de conscience des Français vis-à-vis de cet enjeu? Deuxièmement, pour les Français, quels sont les acteurs décisifs dans la transition énergétique? Entreprises, États, citoyens, associations, etc., collectivités locales. Et enfin, quelle est leur vision? C'est-à-dire, qu'est-ce qu'ils en attendent? Est-ce qu'ils considèrent que cette transition, ça va
peser lourd et négativement sur eux? Ou est-ce que, au fond, le solde est un solde positif? Alors vous allez voir, les nouvelles sont plutôt bonnes. Pour une fois qu'on annonce des bonnes nouvelles, il faut plutôt s'en réjouir. D'abord, premier point, il y a une conscience forte de l'urgence de la transition énergétique, de son urgence, du fait que, voilà, il faut se pencher sérieusement sur cette affaire. 59% des Français, en termes d'information, parce qu'il faut savoir quel est leur degré d'information. Alors là, attention, c'est de l'information auto-évaluée. Vous savez, par exemple, nous sommes tous des spécialistes des vaccins. Pourtant, notre compétence est assez faible. Donc là, c'est l'information telle qu'elle est prévue, jugée, jaugée par les Français. 59% des Français se sentent bien informés par rapport à la nécessité de la transition écologique. Bon, c'est un pourcentage important, presque 6 Français sur 10. Et quand on regarde en détail, ça a 2 caractéristiques qu'on va retrouver sans arrêt. Ce sont les moins de 35 ans qui s'estiment le plus informés, peut-être aussi parce qu'ils ont le plus d'intérêt, et ce sont les cadres, c'est-à-dire le haut de la hiérarchie sociale, les cadres supérieurs du secteur public comme du secteur privé. On retrouvera, vous verrez, toujours sur cet enjeu cette double caractéristique. Avec une troisième caractéristique qui est intéressante, plus les cadres ont des enfants, plus ils sont informés et intéressés. Et la barre, c'est 3 enfants ou plus. 3 enfants ou plus, là, l'intérêt monte vraiment. Parce que, voilà, au travers de sa progéniture, on s'intéresse à l'avenir de cette progéniture. Deuxième point, dans cette conscience et cette information, 69% des Français considèrent la transition écologique comme urgente. C'est-à-dire, on ne remet plus le problème à demain, comme c'était encore le cas il y a 10 ans quand on posait les mêmes questions. Là, on dit c'est pour demain, on ne remet pas après-demain, c'est pour demain. 26% considèrent que c'est très urgent, qu'il faudrait des mesures drastiques et tout de suite. Et on retrouve là aussi les cadres et les moins de 35 ans. 26% des Français considèrent que c'est très urgent, 38% des cadres et à peu près 40% des moins de 35 ans. Donc, voilà. Et parmi ceux qui considèrent que l'affaire n'est pas urgente, c'est à 1 quart des Français, 1 Français sur 4. Là, vous avez exactement le négatif. Ce sont les catégories populaires. Entre 36 et 40% des catégories populaires considèrent, c'est une minorité, enfin c'est une grosse minorité, considèrent que cette affaire n'est pas urgente. Parce que d'autres enjeux leur semblent plus importants, en particulier les enjeux de pouvoir d'achat, de plein emploi, etc. Et de désindustrialisation aussi. Donc voilà ce qu'il en est pour la conscience. Vous voyez, au fond, ça n'est plus un objet qui suscite de l'indifférence, ça n'est plus un objet que l'on remet au lendemain. C'est un objet qui, en revanche, continue à avoir une sociologie particulière. Deuxième remarque sur les acteurs. Au fond, qui considère-t-on comme essentiel dans cette affaire? Alors, quand vous regardez l'enquête, ça concerne tous les acteurs de la société aux yeux des Français, mais particulièrement, on est en France, l'État. Ça, voilà, dans d'autres pays, ça n'est pas ça. Les collectivités locales, les associations, les citoyens sont considérés comme importants. Nous, de manière massive, l'État. Voilà, quel que soit le sujet, de toute façon, c'est comme ça. Voilà. Donc, au premier chef, les Français citent dans une liste d'acteurs de la société dont on dit qu'ils devraient agir en priorité sur ce dossier, 50% citent l'État, 20% les citoyens, 14% les entreprises. En Grande-Bretagne, c'est pas du tout ça. Bon. Et 8% les associations et les organisations non gouvernementales. Paradoxalement, les acteurs dont l'action est perçue comme étant la plus prioritaire, celle à laquelle il faut donner
les acteurs auxquels il faut donner la priorité, c'est ceux qui apparaissent les moins engagés. On considère en effet qu'il faudrait donner la priorité aux collectivités locales, 60% des Français, et 82% aux associations. C'est, vous voyez, le négatif des réponses précédentes. Alors, malgré ce caractère qui, aux yeux de l'opinion, apparaît comme nécessaire de la transition écologique, en revanche, là, il y a un côté très déceptif, très négatif, sur les moyens mis en œuvre pour la transition et pour sa réussite. Ce sont uniquement 8% des Français qui jugent que les moyens mis en œuvre pour la transition énergétique sont à la hauteur des enjeux. 8%. Donc, il y a un côté très déceptif, mais aujourd'hui, je veux dire, les Français sont déceptifs, quel que soit le dossier traité. Et vraiment, nous sommes une société dépressive, déprimée, beaucoup plus que les autres sociétés européennes. En dépit d'indicateurs dont on n'a pas à rougir, loin de là, on est une société tout à fait particulière. Il y a un cas franco-français, il y a une exception française qui est étonnante, et qui exige de notre part certainement une auto-analyse en profondeur, je vais vous dire, en profondeur. Alors ensuite, pour ne pas être trop long et conclure, la vision des Français de cette transition énergétique. Pour une très large majorité de Français, la transition va affecter, et c'est une bonne nouvelle, leur vie positive. Alors, on leur a demandé sur différents items si c'était positif, négatif, selon eux, et c'est positif sur l'alimentation, c'est positif sur le logement, c'est positif sur l'habillement, c'est positif sur les loisirs, c'est positif sur la manière de faire son métier. Donc, vous voyez, une gamme où les gens envisagent ça en disant, voilà, on voit ce que ça va nous apporter, plutôt que ce que cela peut nous enlever. En revanche, il y a un dossier sur lequel ça n'est pas le cas, les déplacements, sur lequel les Français disent, là, en termes de déplacement, la transition énergétique, on verra peut-être davantage ce qu'elle nous enlève que ce qu'elle nous apporte. Nous sommes aussi la France des Gilets jaunes. Voilà. Et le conflit des Gilets jaunes, c'est un conflit, en effet, autour des déplacements. Des déplacements pendulaires, lieu de résidence, lieu de travail. Et regardez la sensibilité de l'opinion. On l'a vu récemment sur la hausse des prix carburants. Ça, ouais, une opinion qui est extrêmement réactive. Surtout quand elle apprend que le prix est essentiellement des taxes d'État. Voilà. Donc là, sur les déplacements, il y a un travail de conviction lourd à faire. Extrêmement lourd à faire. Ils sont loin d'être convaincus, les Français. Alors, il faudrait regarder en détail si, selon les territoires, les efforts des collectivités locales, sur des moyens relativement propres, de déplacement, il n'y a pas des opinions qui... Ouais, il faudrait regarder ça en détail. Là, c'est un échantillon représentatif de 1500, on ne peut pas rentrer dans ce détail. Mais je suis sûr qu'il y aurait voilà, des structures d'opinion différentes. Donc, il y a un optimisme global. Cependant, l'optimisme, d'ailleurs, on a une question assez générale qu'on avait posée, c'était est-ce que la transition écologique est porteuse d'opportunités qui mèneront vers un monde meilleur? Et là, c'est 71% des Français. Voilà, ils sont optimistes, positifs. Et pour 72%, c'est-à-dire ensuite dans le comment. Il ne faut pas rentrer trop dans le détail, les gens ne sont pas des techniciens. Mais dans le comment, 72% des Français disent qu'il faudra que le développement économique se poursuive. Pour 72% des Français, la poursuite du développement économique est nécessaire à la transition écologique. Là, celles et ceux qui, en revanche, sont sur le thème de la décroissance,
des effets négatifs en ce qui concerne la croissance économique et le développement économique sont 28%. 28%. Et là, on retrouve beaucoup de jeunes. Les jeunes sont beaucoup plus favorables au freinage économique, et un freinage économique sensible, que les autres tranches d'âge. C'est l'effet générationnel là, qui joue, et je le vois tous les jours dans cet amphi quand je parle de ces enjeux avec mes étudiants, même chez les étudiants plutôt de familles cadre supérieur, cadre moyen que nous avons ici. La décroissance a fait beaucoup de progrès dans les têtes. Merci beaucoup Pascal Berrino, mais c'est intéressant ce que vous dites parce que on peut avoir différentes interprétations, mais c'est là où ça rejoint la malinformation qu'on constate au départ. Hein. C'est que vous avez des Français qui se pensent informés alors qu'ils sont conscientisés. Vous avez des Français qui rejettent par principe ceux qui seraient éventuellement porteurs de solutions, c'est-à-dire par exemple notamment les entreprises ou le monde de la science, et des Français qui demandent plus de moyens mais sans vraiment savoir où il faudrait les mettre. Donc c'est peut-être ça qu'on va aborder avec notre prochain intervenant, Philippe Charlez. Philippe Charlez, expert en questions énergétiques pour l'Institut Sapiens. Vous êtes ingénieur des mines de l'École Polytechnique, docteur en physique et auteur de l'Utopie de la croissance verte. Si vous ne l'avez pas lu, je vous le conseille. Il est aux éditions Jacques-Marie Lafont. Vous allez peut-être nous rassurer, je ne sais pas, mais en tout cas remettre en perspective quelques ordres de grandeur. On a une grande méconnaissance de ce qu'implique réellement la transition énergétique, telle que tout le monde en parle. Qu'est-ce que ça implique en termes d'électrification, de volume d'électricité à produire, avec quoi on la produit. Et pour vous, le défi technologique, comme on dit, il est loin, voire très loin, d'être insurmontable. Alors, donc la question à laquelle je vais essayer de vous répondre aujourd'hui, c'est est-ce que la transition énergétique est ou pas un défi technologique? Alors la première chose qu'on peut dire, c'est que c'est assez reconnu, même notre ministre de l'Environnement l'a reconnu récemment, c'est que la transition énergétique va essentiellement être une transition électrique. Et je vais employer un petit terme qui est d'actualité, si j'ose dire, c'est qu'on va assister au sein de notre vie à un grand remplacement. Alors rassurez-vous, ce n'est pas le grand remplacement auquel vous pensez, mais c'est tout simplement un grand remplacement des équipements thermiques par des équipements électriques. Bon, alors c'est nombreux, hein. On va remplacer les voitures thermiques par des voitures électriques, mais aussi, dit-on, par de l'hydrogène, qui lui-même va être fabriqué à partir de l'électrolyse de l'eau, donc à partir d'électricité. On va remplacer nos vieilles chaudières au fioul et au gaz par des pompes à chaleur qui fonctionnent avec de l'électricité, des chauffe-eau thermodynamiques et des plaques de cuisson. Il faut quand même savoir qu'il y a encore la moitié des plaques de cuisson en France qui sont des plaques de cuisson fonctionnant au gaz, qu'on va remplacer soit par du vitrocéramique, soit par de l'induction, c'est de l'électricité. Ça c'est l'habitat. Et puis on peut aller dans l'industrie aussi. Il y a des procédés qui vont être électrifiés. On pense par exemple à la sidérurgie. Aujourd'hui, on réduit le minerai de fer avec du carbone, on pourrait le réduire avec de l'hydrogène, et puis utiliser derrière, au lieu d'utiliser la chaleur du charbon, utiliser des fours à arc électrique qui d'ailleurs sont utilisés depuis relativement longtemps. Alors est-ce que tout ça représente une révolution technologique? En rien. Toutes ces technologies existent et ont été même trouvées durant la première moitié du 19e siècle. L'électrolyse de l'eau, c'est 1802, la première voiture électrique, c'est 1838, c'est-à-dire 30 ans avant que Diesel, Otto et Baudrochat ne mettent au point le moteur thermique. La pile à combustible, on dit aujourd'hui que la voiture à hydrogène, c'est un breakthrough technologique. La pile à combustible, c'est Schönbein 1839. Donc tout ça sont en fait des technologies qui existent depuis longtemps. La pompe à chaleur avait déjà été imaginée par Carnot au début du 19e siècle. Donc en fait, toutes ces technologies ne sont en rien un breakthrough technologique, ce sont des technologies existantes qu'on redécouvre finalement aujourd'hui.
Alors on l'a vu, c'était une transition électrique, donc c'est-à-dire que l'électricité va monter en flèche. Aujourd'hui, la France, c'est 450 TWh à peu près de consommation électrique, et on devrait probablement passer à 800, voire 900 TWh à l'horizon 2050. Et la grosse question, c'est d'où viendra cette électricité? Alors évidemment, la chimère de tout le monde, c'est l'électricité tout renouvelable, qui n'est pas non plus un défi technologique, parce que vous savez, les éoliennes, c'est l'association du moulin à vent qui date de moins 2000 ans avant Jésus-Christ, avec le générateur électrique qu'avait inventé Faraday, alors découvrant l'induction électromagnétique en 1830. Et quant au solaire, c'est l'effet photoélectrique qui a été trouvé et concrétisé et théorisé par un trio exceptionnel, Planck, Hertz et Einstein. Et on peut même aller plus loin avec les biocarburants. Je ne sais pas si vous savez que Diesel a mis au point son moteur à l'huile d'arachide et que la Ford T, première grande voiture commercialisée dans le grand public, fonctionnait à l'alcool. En fait, le défi n'est pas là. Le défi, il est de remplacer ce que j'appellerais des énergies de stock par des énergies de flux. Alors, qu'est-ce qu'une énergie de stock? L'énergie de stock, c'est le pétrole, le gaz, le charbon, voire le nucléaire. Et en fait, on appelle ça des énergies, mais c'est avant tout et d'abord de la matière. Et c'est ce qui fait son intérêt, c'est qu'autant la matière se stocke, se transporte, et peut-être peut contenir une énergie très concentrée, autant l'énergie, dès qu'elle est produite, on la perd extrêmement rapidement, elle est extrêmement difficilement transportable et pratiquement non stockable. Quand vous stockez, vous dites du pétrole, ce que vous stockez, ce n'est pas de l'énergie, c'est d'abord et avant tout de la matière, c'est-à-dire un liquide que vous pouvez extrêmement facilement, non seulement extraire, mais transporter et stocker. Mais une fois que vous avez brûlé votre litre de pétrole, si vous n'utilisez pas l'énergie rapidement, soit pour faire de l'électricité, soit pour vous chauffer, le deuxième principe de la thermodynamique, dont je ne vais pas vous parler ici, oblige que vous perdez l'énergie extrêmement rapidement. Et en fait, la grosse différence entre les énergies de stock et les énergies de flux, que sont les énergies qui nous proviennent directement du soleil, c'est-à-dire le solaire, mais aussi le vent, on ne récupère malheureusement pas de la matière, mais directement de l'énergie sous forme de flux. Ah, si le soleil nous créditait d'un tout petit pourcentage de son hydrogène, qui est le vrai stock d'énergie disponible, à ce moment-là, nous ne serions pas ici et nous ne discuterions pas de transition énergétique. Et la grosse différence entre les énergies de stock et les énergies de flux, c'est que les énergies de stock, je peux produire de l'électricité où je veux, quand je veux et combien je veux, je décide, alors que les énergies de flux, c'est quand Dame Nature veut, où Dame Nature veut et combien Dame Nature veut. Et tout ça se traduit dans ce qu'on appelle en électricité le facteur de charge. Alors pour faire très simple, c'est la durée annuelle pendant laquelle vous allez produire de l'électricité. Le nucléaire ou le gaz ou le charbon, en théorie, ça peut être 100%. Vous avez des petites périodes de maintenance, des pannes, donc on est plutôt entre 80 et 90%. Pour l'éolien, c'est la nature qui nous l'impose. En France, on a du vent 22% du temps et du soleil 12% du temps. Donc c'est-à-dire que vous allez pouvoir produire 4 fois moins avec la même unité de puissance. Et donc ça veut dire que globalement, quand je vais supprimer une unité pilotable, c'est-à-dire une unité fonctionnant avec les fameuses énergies de stock, pour la remplacer par une énergie de flux, je vais devoir prendre en compte ce facteur de charge et multiplier les équipements. Et donc ça veut dire que quand je vais supprimer une unité de gaz, une unité nucléaire, je vais devoir la remplacer par 4 unités de vent et par près de 7 unités de soleil. Et c'est là qu'est la conséquence et qui vous montre que la transition énergétique n'est en rien un défi technologique, je vous l'ai démontré, mais c'est un véritable problème d'effet d'échelle. Alors on va prendre quelques comparaisons. En France aujourd'hui, on a 58 réacteurs nucléaires, alors je crois qu'on en a plus de 56 après la fermeture des 2 de Fessenheim. Si vous calculez que vous les remplacez à équivalent énergétique avec du vent, ça vous fait l'équivalent de 120 000 éoliennes de 2 MW. Ça vous en fait un petit peu moins offshore, et en solaire, ça vous fait 5000 km². Alors 5000 km², c'est un département comme la Haute-Loire, vous pouvez trouver que c'est finalement qu'1% de la surface française, mais imaginez ce que c'est que 5000 km² couvertes de panneaux solaires. Vous pouvez même appliquer à la biomasse, vous prenez un petit puits de pétrole moyen, l'équivalent énergétique c'est 10 000 hectares de forêt. Vous vous rendez compte que si on avait utilisé le bois depuis la révolution industrielle,
pour faire marcher nos machines à vapeur et nos générateurs électriques, il y a bien longtemps qu'il aurait pris un arbre sur la planète. On peut aussi faire un calcul avec l'hydrogène. J'ai fait le calcul avec l'hydrogène vert. Si vous vouliez remplacer par de l'hydrogène vert les 50 millions de litres de diesel et d'essence consommés en France chaque année, il vous faudrait 60 réacteurs nucléaires supplémentaires ou 125 000 éoliennes supplémentaires. On en serait alors à 250 000. Je vous rappelle qu'on en met en œuvre aujourd'hui environ 6 à 700 par an. Donc imaginez où ça nous mène. Et puis on peut raisonner aussi sur les batteries. Si on regarde le volume d'une batterie qui remplacerait un réacteur d'1 gigawatt, on arrive à un immeuble pratiquement de la hauteur d'une tour à la Défense. Et donc, ce qu'on voit, c'est que ces chiffres stratosphériques, ils ne dépendent pas fondamentalement de la technologie. Alors, bien sûr, la technologie peut améliorer un peu incrémentalement l'efficacité du système, mais ça dépend finalement de données que nous impose la nature, la durée du vent, la durée annuelle de soleil, par exemple. On peut aussi, c'est assez intéressant, utiliser l'arbre en tant que capteur de CO2, ce qu'on appelle la bioséquestration. Un arbre accumule chaque année entre 30 et 50 kg de CO2. Si on voulait capter les 350 millions de tonnes émises chaque année en France, il nous faudrait planter 8 milliards d'arbres. Donc vous imaginez. Donc je vous confirme que la transition du brun vers le vert ne sera pas un défi technologique, mais un véritable effet d'échelle. Je vous remercie. Merci beaucoup, Philippe Charlès. C'est votre masque, oui, il est sur le pupitre. Alors, Philippe Charlès a montré, finalement, oui, que la technologie seule sera insuffisante. Il faut qu'elle soit pratique, économique, qu'elle s'insère dans un schéma global qui soit cohérent. Donc, on comprend que les questions que vous avez soulevées impliquent évidemment des choix lourds de société. Et pour en débattre, je vais demander à Patrick Criqui et à Éric Chanet de nous rejoindre. Ils sont là. Éric Chanet, asseyez-vous, économiste spécialisé sur les questions énergétiques, conseiller notamment de l'Institut Montaigne. Je ne vais pas citer la longue liste de vos collaborations. Et Patrick Criqui, directeur de recherche émérite au CNRS, ancien membre du GIEC, dont vous avez été, je crois, il y a quelques années, l'un des auteurs principaux. Donc, on l'a entendu précédemment, une société zéro carbone en 2050 n'est pas complètement hors de portée. Tout dépend des modèles qui seront choisis, des moyens qu'on y met, des modèles économiques, sociétaux, géopolitiques. Éric Chanet, j'ai envie de vous demander à quoi ressemblerait finalement une société zéro carbone en 2050 et est-ce qu'on peut l'atteindre sans instaurer des formes de restrictions sur les émissions? Chère Géraldine, je suis totalement incapable de répondre à votre question, mais on va essayer de l'éclairer. D'ailleurs, je compte beaucoup plus sur Patrick pour le faire. J'ai eu d'ailleurs le grand plaisir de travailler avec Patrick, on ne va pas dire quand, parce que c'était il y a un certain temps. Je ne suis pas vraiment un spécialiste des questions énergétiques, mais j'ai travaillé pour l'Institut Montaigne sur la question de la réduction des gaz à effet de serre. C'est bien ça dont vous voulez qu'on parle. Mais comme le thème de départ, si j'ai bien compris, c'est quand même science et société, avec cette perte de confiance, je voudrais, dans le cadre des politiques de réduction de gaz à effet de serre, essayer de donner un petit peu confiance dans la science. Moi, je viens des mathématiques et la première année où j'ai pris mon poste de prof de maths, c'était en 75. Et là, j'ai appris quelque chose que j'avais trouvé assez extraordinaire. Les matheux du MIT venaient de récupérer un supercalculateur, un Cray 2. Et pour le faire marcher, eh bien, ils ont cherché à résoudre des équations aux dérivées partielles qui régissent les mouvements des courants. Et ils se sont dit, puisqu'il y a un risque de réchauffement climatique, 75, on va regarder ce qui se passerait pour tester notre supercalculateur si les glaces du Groenland fondaient. Leur conclusion, c'était le Gulf Stream s'arrête. Ce qui veut dire un temps bostonien en Bretagne. Vous voyez, c'est assez ancien, on en parlait déjà beaucoup.
Le travail du GIEC, pour moi, est une des choses qui doit donner confiance dans la science sur les questions climatiques. Alors à nouveau, Patrick en a fait partie, il peut être beaucoup plus éloquent que moi là-dessus. J'ai juste regardé le premier rapport du GIEC, du IPCC, donc qui date de 1990. Il prenait énormément de précautions de langage. Les scientifiques, quand il y a de l'incertitude, ils le disent. Mais il donnait quand même une évaluation dans le scénario business as usual de l'augmentation moyenne de la température. C'est assez extraordinaire. Les prévisions, avec toutes les incertitudes que soulignait le GIEC de 1990, se sont à peu près réalisées. Et depuis, à chaque nouveau rapport, ces scientifiques nous disent les incertitudes se réduisent, maintenant on est de plus en plus sûr et on peut aller plus loin. Ça donne confiance dans la science quand même, de savoir que dès 90, on était plutôt bon. Et la science économique n'est pas, si je puis dire, en retard dans cette vision positive que je voudrais vous donner de la science. D'abord, l'idée que des activités qui sont néfastes pour la société puissent être corrigées par des mécanismes économiques, aujourd'hui c'est la taxe carbone, elle vient d'un économiste anglais, Pigou, et c'est dans un article remarquable, qui mérite toujours d'être lu aujourd'hui, de 1920, dans lequel il a introduit le concept d'externalité. On arrive à notre sujet, Géraldine, mais ce concept, c'est celui qui fait qu'aujourd'hui, on pense utiliser le prix du carbone. Sans Pigou, nous n'aurions pas ça, et Pigou est toujours d'actualité. Il se trouve que le CO2, c'est un petit peu différent des polluants dans une rivière, pour lesquels il y a un effet immédiat. Le CO2, si vous en respirez un peu plus, rien ne se passera. Par contre, c'est son accumulation au cours du temps qui engendre des changements catastrophistes, presque au sens mathématique. Et donc, si on veut pouvoir parler de ce sujet, il faut être capable d'introduire un arbitrage entre le présent et le futur lointain. Le moyen de l'arbitrage, c'est un taux de l'escompte. Avec quoi doit-on décompter l'avenir pour le comparer au présent? Eh bien, l'article fondateur d'un économiste mathématicien sur le sujet, c'est Ramsey, c'est de 1928. Et j'ai vu que très récemment, la commission Guenry en France a mis à jour son taux d'actualisation. C'est la commission Guenry avec le travail de Christian Collier et d'autres économistes. Et l'article de Ramsey 1928 est au départ, si je puis dire, de cette réflexion. Tout ceci me paraît donner quand même un peu confiance dans la science, mais je termine par William Nordhaus. William Nordhaus, dans un article écrit en 1975, se posait la question, est-ce qu'on peut contrôler l'accumulation de carbone, la dynamique d'accumulation de carbone dans l'atmosphère? Et c'est un des premiers papiers dans lequel le prix du carbone est introduit. Alors, pour ceux d'entre vous qui ont quelques souvenirs en mathématiques, c'est un shadow price, donc c'est ce qu'on appelle un prix dual, qui permet d'évaluer le prix du carbone. Alors, est-ce qu'il me reste 5 minutes pour tenter de répondre à votre question? Donc, tout ceci a abouti quand même à un concept central, qui est que pour réduire les émissions, ici on parle du carbone, on pourrait aussi parler du méthane, mais ça sera pour une autre fois, il faut un prix. Ce prix permet d'aligner les incitations aussi bien pour les producteurs que pour les consommateurs. Il faut un prix qui monte dans le temps. Oui, mais quel prix? Alors la théorie nous dit le prix, le bon prix qui permettrait d'éviter les dégâts serait la valeur actualisée des dégâts futurs. Mais il y a une énorme incertitude autour des dégâts futurs, malgré la qualité de tous les gens qui travaillent dessus. Et donc en Europe, on a choisi une autre voie, qui est de se dire zéro émission en 2050, moins 55% en 2035, c'est le nouveau projet de la Commission, et pour y arriver, eh bien, on va donner aux producteurs, aux gens qui produisent du carbone, on va leur donner des quotas, et ils pourront se les acheter et se les vendre. Avec ça, on est sûr d'arriver à l'objectif, à condition évidemment que toute l'économie soit couverte, et c'est bien le projet de la Commission Fit for 55, donc réduction de 55%. Alors ça paraît formidable sur le papier, on ne se pose plus la question des incertitudes sur le futur. Oui, mais on introduit une autre incertitude, qui est celle du prix futur du carbone. Pour les entreprises qui doivent décarboner et qui doivent donc investir pour ça, cette incertitude sur le prix futur est presque une désincitation à faire le boulot. Et donc la solution consiste à avoir un prix plancher du carbone.
Aujourd'hui, on a appris qu'en Allemagne, la coalition s'est mise d'accord sur un prix plancher du carbone qui permettrait au système ETS, donc le système d'échange de droits à émettre du CO2, de ne pas descendre en dessous d'un certain niveau. Avec une trajectoire de prix plancher, vous voyez, on arrive à avoir à peu près le meilleur des deux, c'est-à-dire qu'on réduit l'incertitude pour les entreprises qui savent à quel prix elles seront dégustées en 2035, 2040, etc. Alors ceci pose, et ce sera peut-être ma conclusion, ceci pose quand même un sacré problème. Comment fixer, si on dit le prix du carbone c'est un marché, et on réduit chaque année les quotas, on arrête de distribuer des quotas gratuits, et pour ça il faut mettre une taxe à la frontière, d'accord, ok, on arrive à faire tout ça, même si c'est compliqué. Oui, mais si on met un prix plancher pour éviter les incertitudes, il faut bien que quelqu'un décide de ce prix plancher. Alors j'ai lu que le SPD, les Grünen et les partis de la coalition, donc le FDP allemand, ont dit 60 €. Très bien. Mais d'où ça sort? Ceci me paraît véritablement poser un problème politique et démocratique. Et la proposition qu'on avait faite avec l'Institut Montaigne, c'est qu'il y ait une autorité carbone européenne. Je ne parle pas pour le monde, je parle pour l'Union européenne. Composée de scientifiques et d'économistes qu'on peut quand même considérer un peu comme scientifiques. Lisez les papiers de William Nordhaus ou Verriquet, c'est très scientifique. Mais que cette commission est une autorité, si je puis dire, incontestable pour proposer une trajectoire. Après, les politiques devront bien prendre la décision. Mais ça me paraît être un point central et peut-être un élément de réponse à votre question, Géraldine, c'est qu'il faut parvenir à allier l'expertise scientifique sur ce sujet crucial qui est nécessaire, mais malheureusement pas suffisant, qui est le prix du carbone. Il faut pouvoir allier l'expertise scientifique à la décision politique. On ne peut pas le laisser à la décision politique, on ne peut pas le laisser par définition à des experts, car ils n'ont pas la légitimité démocratique, et donc c'est à nous d'imaginer les moyens d'allier les deux. Alors en effet, vous ne m'avez pas répondu. Je ne vois pas ce que serait une société zéro carbone en 2050, mais je vois les... Non, mais je comprends l'intérêt du raisonnement, et à la fois, mais peut-être qu'on abordera ces failles avec Patrick Criqui, c'est que est-ce que ça a un sens à fixer un prix du carbone à l'intérieur des frontières européennes sans se préoccuper de ce que fait le monde? Et c'est bien la difficulté aujourd'hui, c'est de pouvoir imposer une taxe carbone aux frontières ou une vision globale. Et c'est ce que je voulais aborder avec vous, Patrick Criqui. On voit que ces politiques énergétiques se construisent non seulement dans le monde, mais aussi en Europe, dans une certaine cacophonie. Personne, aucun pays européen n'imagine la même transition énergétique, le même mix électrique pour demain. On voit que l'Allemagne fait des paris sur le couple gaz renouvelable, la Belgique également, la France prend une voie différente. Tous ces pays sont interconnectés. Comment demain on peut atteindre un objectif commun en ayant des stratégies qui divergent, voire qui s'opposent? Je vais peut-être pas répondre directement à votre question. J'ai pas de bol. Comme elle dit tout à l'heure. Moi, je me suis posé la question, je pense que quand on a une attitude scientifique, ou qu'on prétend avoir une attitude scientifique, il est bon de se poser la question de savoir qu'est-ce qu'on sait et qu'est-ce qu'on ignore. Alors, sur ces questions de société bas carbone, voire de société dans la neutralité carbone, est-ce qu'on sait où l'on va? Ou en tout cas, est-ce qu'on sait où l'on doit aller pour respecter, par exemple, les termes de l'accord de Paris? Je dirais là, oui. Ce qu'on apprend effectivement de nos collègues du groupe 1 du GIEC, ceux qui s'occupent des sciences du climat, ils nous disent si vraiment on veut contenir le changement climatique dans des proportions soutenables, alors il faut s'approcher autant que possible de 1,5 degré d'augmentation des températures. Et ça, dans tous les scénarios, je ne développe pas, mais dans tous les scénarios, ça veut dire que un peu après 2050, 2060, il faudrait atteindre ce que l'on appelle la neutralité carbone, c'est-à-dire un état dans lequel, dans le monde, on n'émet plus que les quantités qui sont récupérées dans les forêts ou dans les sols. Ça, je dirais que c'est un acquis tout de même très important, et de l'accord politique de la COP21, et de l'apport des scientifiques, puisqu'il y a des études solides, sérieuses, qui permettent d'argumenter cela. Ensuite, et là on rentre effectivement dans des questions qui laissent
des choses beaucoup plus ouvertes, c'est par quel chemin allons-nous atteindre la neutralité carbone? Et c'est là que, pour vous répondre là, entre la France et l'Allemagne, à l'évidence, les chemins de la décarbonation profonde des sociétés ne sont aujourd'hui pas du tout les mêmes. On pourra voir peut-être après qu'il y a peut-être des possibilités de contourner les obstacles du court terme et de concevoir un certain nombre d'objectifs communs. Mais bon, il y a effectivement différentes voies, et je pense qu'on va d'ailleurs le voir dans le cadre de la préparation de l'élection présidentielle. Les différents candidats vont afficher des politiques, pour la plupart des politiques prenant en compte la nécessité de la décarbonation profonde de la société, mais avec des voix assez contrastées. En particulier, c'est clair, dans le débat politique français, la question du nucléaire est une question très importante. On pourrait développer habituellement, je présente 4 scénarios pour les futurs énergétiques en France. Donc ça, c'est des possibles. Et on voit là, je dirais, l'éventail des choix politiques possibles, choix politiques qui tous comportent une dimension économique, effectivement. Et le débat sur, effectivement, qu'est-ce que ça coûte et quelle est la solution la moins coûteuse, et doit-on rechercher la solution la moins coûteuse, c'est un débat. Une dimension économique, une dimension politique également. On a parlé de la taxe carbone, on a vu qu'en France, elle a déclenché des mouvements sociaux d'ampleur. Comment est-ce qu'on peut contourner? J'y viens. Une fois qu'on a choisi la trajectoire, et peut-être que les prochaines présidentielles seront une manière de choisir la trajectoire énergétique, parce que je pense que de fait les candidats vont afficher leurs préférences, c'est par quels moyens. Et c'est là que les choses vraiment se corsent. Mon ami Éric Chanet, mes collègues économistes de l'environnement disent mais c'est assez simple en effet, avec les contributions fondamentales d'Arthur Pigou, l'instauration d'un prix du carbone, et si possible d'un prix du carbone unique, parce que ça permet de garantir qu'on va mener des efforts efficaces, l'instauration du prix du carbone, c'est la solution, c'est ça qu'il faut rechercher. J'ai longtemps pensé qu'effectivement c'était la bonne voie. On s'aperçoit de fait que ça relève un peu de ce qu'un autre prix Nobel d'économie, Ronald Coase, qualifiait de blackboard economics, c'est-à-dire c'est des solutions qui sont parfaites au tableau noir, mais lorsqu'on essaye de les mettre en œuvre dans la société, eh bien on rencontre des difficultés qui sont parfois majeures. Il y a des problèmes d'acceptabilité sociale de cette solution, mais je pense qu'au-delà, et je voudrais indiquer là des perspectives un peu différentes, au-delà, il faut se poser la question de savoir quel va être le rôle des nouvelles technologies. Et alors, on a bien vu que les technologies sont connues depuis assez longtemps, mais il va falloir quand même les combiner peut-être de manière différente. Il va surtout falloir leur assurer un déploiement extrêmement rapide compte tenu des objectifs que l'on se fixe. Et là, il faut introduire, me semble-t-il, dans le débat, un élément complémentaire à l'approche économique néoclassique, qui met l'accent sur les mécanismes de marché et les mécanismes de prix, dont je ne nie absolument pas l'intérêt, mais je pense qu'ils ne suffisent pas. Et je pense qu'il faut aller regarder du côté des apports d'un autre économiste, Joseph Schumpeter, qui a été le premier à introduire le rôle du changement technique dans les transformations de l'économie. Et on est bien en face d'un vrai problème de transformation profonde et extraordinairement rapide de nos sociétés. Et donc je pense que ça vaut le coup d'aller regarder du côté des analyses que je qualifierais d'économie évolutionniste ou d'économie néo-schumpeterienne. Et là, on a des choses très intéressantes qui sont, de mon point de vue, produites en particulier en Angleterre, où il y a une réflexion vraiment sur qu'est-ce que c'est que le progrès technique. Ce n'est pas un processus linéaire, c'est un processus qui s'enchaîne, c'est un processus avec des feedbacks, des boucles, des effets d'apprentissage. Il y a des articulations entre des innovateurs individuels, aujourd'hui plutôt des start-up, et des grandes firmes qui sont capables de faire l'industrialisation, etc. Je ne sais pas combien de personnes dans la salle ont suivi le discours qui accompagnait la présentation du plan France 2030, mais je l'ai fait parce qu'on m'avait demandé une réaction sur ce plan, et j'ai trouvé, dans ce discours, j'ai trouvé
beaucoup d'éléments d'économie néo-schumpeterienne, où il y a effectivement bien la prise de risque. On peut échouer, mais ça vaut le coup d'essayer quand les résultats sont potentiellement très importants. Il ne s'agit pas de faire ce que certains stigmatisent comme du solutionnisme, c'est-à-dire on ne s'appuie que sur le progrès technique pour résoudre les solutions. Je pense que le défi qui est devant nous est considérable et il faudra à la fois du progrès technique, des changements de comportement, des changements peut-être dans les institutions de gouvernance également. Et je terminerai, si c'est possible, en vous donnant une référence. Dans le cadre de conférences organisées par EDF, récemment, il y a eu une conférence donnée par Lord Adair Turner, qui est un ancien président de l'autorité de régulation des marchés en Angleterre. J'ai trouvé sa conférence tout à fait remarquable et sa conclusion était la suivante. Sur les questions énergétiques, confirmation de ce que vous disiez, nous avons toutes les solutions. Nous avons toutes les solutions. Le grand problème, c'est celui d'un déploiement suffisamment rapide. Et comme on peut craindre comme on peut prévoir des difficultés dans ce déploiement très rapide, il terminait en disant, eh bien, très souvent, je mets un pull de plus, je prends un peu moins l'avion, et donc les changements de comportement sont peut-être à mettre à contribution, je dirais, pour faciliter une transition qui va vraiment constituer des changements très profonds dans ce qu'on peut appeler nos systèmes sociotechniques et nos dispositifs aussi de vie et de comportement. J'ai une dernière question pour Éric Chanet. Est-ce que vous pensez, ne pensez-vous pas que la question des coûts, justement, des différents modèles est assez mal prise en compte dans le débat public, en tout cas mal évaluée, et est-ce qu'on l'a assez en tête quand on aborde les débats sur la décroissance? Alors, je pense que la question des coûts, elle est en général ignorée pour une raison très profonde et très simple, qui est que les coûts, dans un pays comme la France, sont supposés être venant de l'État. Et l'État, il se trouve que ce sont les contribuables, que c'est les emprunts sur les marchés financiers, et ça, dans l'opinion publique, on a quand même une certaine vision un peu magique de l'État et qui est renforcée par tout ce qu'on raconte aujourd'hui sur l'argent magique. Et du coup, il y a même des gens qui pensent que c'est à la Banque Centrale Européenne de financer comme ça, avec sa baguette magique, de créer 500 milliards, 1000 milliards d'euros consacrés à la transition énergétique. Alors ça c'est une très grosse illusion. Je vais revenir au prix du carbone, et pour dire d'ailleurs que le prix du carbone va complètement dans le sens que ce que décrivait Patrick. Maintenant que le prix du carbone est élevé à nouveau, qu'il s'agisse du pétrole, du gaz ou du prix du CO2 ETS, qui est à 70 €, tout d'un coup, l'argent privé, enfin tout d'un coup, quelques années, l'argent privé, c'est surtout aux États-Unis, mais un peu en Europe aussi, va vers l'innovation technologique, y compris la fusion nucléaire, qui, dans un pays comme la France, est considérée comme ne relevant que des États. Il faut un projet pharaonique comme ITER pour réaliser la fusion. Il y a 35 start-up de fusion nucléaire, et si l'argent arrive, c'est parce que le prix du carbone augmente. Et donc c'est peut-être un peu une réponse à votre question, Géraldine, avec un signal prix suffisamment fort, les coûts considérables qui seront nécessaires pour changer la production d'énergie dans notre société, pour aller vers son électrification, comme cela a été parfaitement expliqué, ces coûts seront largement supportés par le capital privé, à condition que l'alternative, qui est ces énergies de stock dont on veut se débarrasser quand il s'agit des hydrocarbures, devienne de plus en plus impossible à utiliser parce qu'elle est tout simplement trop chère. Donc le coût, il faut le voir en face. On le sous-estime énormément, bien qu'il y ait des tas d'évaluations qui sont faites. Ce sont les autres qui payent, c'est l'État, c'est la Banque Centrale Européenne. Moi je dis, une grande partie, mais pas seulement, une grande partie viendra du capital privé. Ce n'est vraiment pas le capital qui manque aujourd'hui dans le monde. On baigne dans la liquidité, le capital cherche des endroits où les rendements sont suffisants, donnons-lui la bonne incitation, et une bonne partie du coût viendra du capital privé. Ce ne sera pas suffisant, car tout ce qui concerne l'innovation et la recherche dépend aussi de la dépense publique,
en particulier pour la recherche fondamentale. Et donc ce coût-là, nous, on l'oublie. La recherche fondamentale nous donnera des solutions, parce que les délais sont extrêmement longs. Quand on va d'Évariste Galois qui invente la théorie des groupes pour montrer que l'équation du 5e degré n'a pas de solution à la mécanique quantique d'aujourd'hui, vous voyez qu'il s'écoule 150 ans avant que la découverte soit utilisée. Ça peut être plus court. Mais financer cette recherche-là, qui nous assurera par exemple la possibilité de retirer du CO2 de l'atmosphère. Si on ne retire pas du CO2 de l'atmosphère, on n'y arrivera pas. On aura malheureusement des catastrophes écologiques déjà préannoncées. Donc financer cette recherche fondamentale, ça, c'est du ressort des autorités publiques et c'est un peu sous-estimé. Et ça implique de la croissance. Est-ce que je voulais juste rajouter un rapidement, mot, parce que le temps est déjà écoulé. Ce sera très rapide. C'est un point d'information sur... On se préoccupe des coûts. Eric vient d'évoquer les coûts macroéconomiques en quelque sorte. À titre d'information, j'indique qu'il y a à France Stratégie un groupe de travail que je pilote et qui s'intéresse dans une optique plus sectorielle à l'analyse des coûts de réduction des émissions dans les différents secteurs. C'est une tâche un peu ingrate, c'est peut-être plus ardu qu'il n'apparaissait, mais en tout cas, on se préoccupe des coûts. Et on constate qu'effectivement, à l'horizon 2030, les coûts pour un certain nombre de solutions clés dans les différents secteurs, bâtiment, transport, c'est de l'ordre de 200 à 300 euros la tonne de CO2, donc plus que les 60 euros qui ont été évoqués tout à l'heure. Ah oui. Merci beaucoup à tous les deux, Éric Chanel, Patrick Picpus. Je vais laisser Olivier revenir pour présenter une courte vidéo que nous allons regarder, mais que je n'ai pas vue. Oui, on ne pouvait pas, on a parlé de nucléaire, on va en reparler, mais on ne pouvait pas faire cette soirée sans parler évidemment de renouvelables. Alors on n'a pas pu avoir d'intervenants de CGN Europe Énergie, mais ils nous ont donné une super vidéo, ça dure 4 minutes et je trouve qu'elle est pas mal du tout. La voici. Bienvenue chez CGN Europe Énergie. Ici, vous êtes vraiment dans le cœur de l'entreprise, c'est le centre de supervision. Ici, on surveille toutes nos éoliennes et nos parcs solaires en Europe. L'entreprise a 750 éoliennes réparties dans 6 pays en Europe, une puissance totale de 2,4 gigawatts, ce qui correspond à la puissance de 3 réacteurs nucléaires. Le cœur de métier de CGNE, c'est vraiment la transition énergétique. Ici, on n'a donc que des énergies dites propres et renouvelables, donc des éoliennes, des panneaux photovoltaïques qui n'émettent pas de particules et ont un impact CO2 limité sur le réchauffement climatique. En Suède, je vous montre, on a le plus grand parc éolien d'Europe. On a 650 MW, 180 éoliennes. Et donc, depuis la control room, on peut savoir quelle éolienne fonctionne, quelle éolienne ne fonctionne pas. Les points rouges, c'est les éoliennes qui sont arrêtées. On sait la vitesse de vent et j'ai même des températures sur les différents capteurs des éoliennes, les différents composants, les pales, la boîte de vitesse. Donc, on peut vraiment tout voir depuis cette control room. Donc là, on va faire un focus un peu sur la France. Donc ici, on a 180 éoliennes en France, réparties sur tout le territoire, donc Bretagne, beaucoup en Champagne. Sur cet écran, on voit la production des éoliennes en France. Donc cette année, on a eu 906 gigawattheures de produits. C'est l'équivalent de la consommation sur une année d'une ville de 200 000 habitants. Ces 906 gigawattheures ont été intégralement injectés sur le réseau électrique pour contribuer à une part de la consommation électrique des Français. Je tenais à vous montrer ce site où nous exploitons 6 éoliennes qui développent une énergie sur l'année de 33 gigawattheures. Ça correspond à la consommation électrique de 7500 foyers. Le nom, c'est Charmont, du nom de la petite ville qui est à côté. Cette petite ville est située en Champagne-Ardenne, à côté de Troyes, qui est à 160 km à l'est de Paris. Bonjour, bienvenue chez CGN, à l'agence de Troyes. Donc ici, nous sommes 4 coordinateurs techniques. Notre quotidien se divise en 2 parties. La partie exploitation des sites. On a chacun des sites qui nous sont dédiés, donc ça représente une 40aine d'éoliennes. Et la deuxième partie de notre métier, c'est le support terrain et l'aspect plutôt technique. Il y a plusieurs départements chez CGNE. L'équipe de Troyes fait partie du département EOM, Engineering, Operations and Maintenance. Je vais mettre mon harnais parce que je vais monter inspecter la nacelle. C'est une inspection annuelle à 80 mètres de haut, donc on se sécurise pour monter.
On n'a pas d'appréhension avant de monter parce qu'on est formé, on s'entraîne à faire du sauvetage à l'échelle. On finit par avoir confiance au matériel au bout de certaines années. Donc ici on est sur Charmont 5. Donc c'est une machine de 80 mètres avec un rotor d'un diamètre de 92 mètres qui est capable de produire 2 MW en pleine puissance. Donc là c'est parti pour 5 minutes de montée. On va procéder à l'inspection de pales depuis le sol. Les inspections de pales, on les effectue tous les 2 ans de manière précise et sinon tous les 6 mois vis-à-vis des normes ICPE. Le phénomène le plus fréquent sur les pales d'éoliennes, c'est l'érosion, donc notamment sur les bords de fuite et d'attaque. C'est dû aux intempéries, au vent, aux insectes, à la pluie. Lorsqu'on va effectuer le rapport, le logiciel va recréer une image entière de la pale, haute définition. Le moindre problème est détectable. Pourquoi il y a beaucoup d'éoliennes en Champagne et Ardennes? Parce que c'est une région qui s'y prête bien. On a du vent toute l'année de manière assez constante. Les avantages d'un vent constant par rapport à un vent en rafale, ça permet de limiter les efforts mécaniques sur les machines pour limiter les risques de panne. Et également, ça permet de nous assurer d'avoir une production électrique la plus lisse possible tout au long de l'année sur les parcs éoliens. Transition extraordinaire pour nos 2 intervenants suivants. Myriam Hamdi Cherif, que voici, et Alexandre Perra. Myriam Hamdi Cherif, économiste, chercheur en économie de l'environnement, experte à l'OFCE. Merci à vous d'être ici. Et Alexandre Perra, directeur exécutif du groupe EDF, en charge de l'innovation, de la responsabilité d'entreprise et de la stratégie. Donc ça vous parle un peu ce qu'on a vu là? Oui, tout a été dit en fait. Ouais. Je ne sais pas ce que je veux dire. Je vais quand même m'adresser à vous. Essayer de répondre à vos questions peut-être. Oui, voilà. Comment EDF aborde justement, aborde cette transition? Vous appuyez clairement sur 2 piliers qui vont être l'innovation, celle qu'on vient de voir, mais le nucléaire. Oui, bien sûr. Vous me dites quand on aborde la transition, pardon pour ma voix qui est très malade, j'essaie de parler le plus clairement possible. On aborde avec humilité d'abord, parce que les enjeux sont gigantesques. D'abord, il en va de la survie de l'espèce humaine sur la planète. Donc déjà, le sujet pose un peu le débat. On attend beaucoup finalement des énergéticiens. Seulement 14% des Français, c'est M. Perrineau qui le disait, pensent que les entreprises vont avoir un rôle premier à jouer, mais en réalité, quand on réfléchit au rôle que l'entreprise doit jouer, il est énorme. Et donc, il faut être humble sur ce qu'on peut faire, et en même temps, on est hyper motivé, c'est clair. Une entreprise comme EDF a beaucoup à apporter sur ce débat-là. Ça fait, évidemment, quand on parle d'électrification de la société, ça sonne doux aux oreilles d'EDF. C'est un thème qu'on porte depuis longtemps. Aujourd'hui, c'est un thème qui s'impose et dans les débats et dans les pratiques. Et donc, concrètement, on a une stratégie qui est basée sur 4 approches. D'abord, réduire les consommations d'énergie. Oui. Pas beaucoup dit, mais sans une moindre consommation d'énergie totale, finale, qui comprend bien sûr les hydrocarbures, on n'arrivera pas à atteindre la neutralité carbone. Oui, pour resituer un peu, on consomme aujourd'hui à peu près 1600 TWh d'énergie finale, il faudra passer à 930, 950. C'est-à-dire de 55%. C'est colossal. 50% à peu près des consommations d'énergie. Et dans cette énergie qui continuera à être consommée, la part de l'électricité, elle va croître. Elle va doubler dans certains pays, elle va tripler, voire quadrupler. En France, qui était un pays déjà très électrifié, va quand même doubler. Mais on n'arrivera pas à la neutralité carbone si d'abord on ne fait pas l'effort de moins consommer d'énergie. Moins consommer, c'est électrifier. Le seul fait d'électrifier permet de gagner en efficacité énergétique. On divise la consommation par 3, c'est presque mécanique. D'autres intervenants, M. Charles expliquerait ça beaucoup mieux que moi.
Il s'agit aussi de modifier les comportements. Et là, on arrive sur les questions de sobriété qui peuvent faire débat, surtout quand elles se frottent un peu trop, à mon goût, avec les questions de décroissance. On mélange un peu les choses. Mais la sobriété, aujourd'hui, c'est quelque chose que l'entreprise EDF encourage en conseillant à ses clients des éco-gestes. Débrancher les prises, les interrupteurs, arrêter de charger ne laissez pas vos chargeurs sur les prises murales quand votre téléphone n'est pas au bout du chargeur. Tout ça, c'est déjà un peu de la sobriété. Donc, encourager la baisse de la consommation d'énergie. Deuxièmement, pousser les renouvelables au maximum. La passion française pour la lutte contre le nucléaire et le renouvelable, ça fait vendre beaucoup de papier, mais malheureusement, ça ne permet pas de régler le problème. Ce qu'on pense chez EDF, c'est qu'il faut beaucoup de renouvelables. On n'arrivera pas à faire les 900 TWh dont parlait encore M. Charles tout à l'heure, si on ne fait pas aussi des renouvelables. Les gens qui pensent qu'on va faire tout ça qu'avec du nucléaire se trompent. Donc il faut beaucoup de renouvelables et il faut en faire beaucoup plus. C'est peut-être x3, x4, x5 par rapport à ce qu'on fait. C'est au minimum x7 hein, selon les prévisions d'RTE, même en gardant beaucoup de nucléaire. Exactement. Si on garde ça, nous, nos estimations, c'est que si on garde 50% de nucléaire, il faudra au moins faire x4, x5. Alors, x4, x5, x7, c'est à peu près la même chose. C'est beaucoup plus qu'on fait aujourd'hui. Il faut pérenniser le socle nucléaire qui aujourd'hui est une chance pour la France puisqu'elle nous donne un coup d'avance. Il ne faut pas qu'on perde ce coup d'avance. Donc ça veut dire d'entretenir les centrales, c'est le grand carénage. Ça veut dire relancer la construction de nucléaire pour atteindre la neutralité en 2050. 2050 se joue dès aujourd'hui. Si on ne prend pas les bonnes décisions aujourd'hui, on n'aura pas la neutralité en 2050. Bien sûr. Et puis ça veut dire chercher, innover. Bien sûr, les technologies existent, elles sont là. La pile à combustible, l'hydrogène, la voiture électrique, la batterie, on connaît. Mais il y a aussi tout un défi. L'AIE, l'Agence internationale de l'énergie, explique que tout le CO2 qu'il ne faudra ne pas émettre pour atteindre la neutralité carbone en 2050 sera pour moitié à économiser grâce à des technologies qui ne sont pas déployées ou qui n'existent pas encore, comme la capture directe dans l'air, par exemple. C'est M. Crick qui faisait référence à ça. Donc voilà un peu la feuille de route pour EDF. Elle est ambitieuse, mais en même temps c'est hyper motivant. On comprend le modèle que vous présentez et ça éclaire aussi les débats qui déchirent un peu la société. Myriam Hamdi-Sherif, on voit que les sciences sont incontournables pour réussir cette transition énergétique. On voit que les investissements, l'innovation sont importants, mais ils doivent aussi s'inscrire dans un contexte global, une économie adaptée, un contexte presque topographique adapté aussi. Tous les modèles ne seront pas bons partout pour tout le monde. Est-ce qu'il faut être souple? Est-ce que c'est ça la solution? C'est intéressant que vous formuliez les choses comme ça, parce qu'effectivement, pour moi, la souplesse est quelque chose de fondamental, et j'ai l'impression qu'on oppose très souvent des modèles assez extrêmes, qui sont ceux qui vont être très pro-techno, avec des solutions technologiques qui sont évidemment, comme tout le monde a cité ici, sont absolument nécessaires pour atteindre, que ce soit en France ou ailleurs, à l'échelle internationale, pour atteindre la neutralité carbone. Donc les solutions technologiques sont extrêmement importantes. Et de l'autre côté, on a les pro-sobriété ou pro-décroissants qui vont absolument défendre ça et qui vont être des anti-techno, entre guillemets, et on a tendance à opposer ces deux modèles. Or, moi, je pense que, mais comme un peu vient de le dire l'intervenant à côté, je suis désolée, j'ai oublié Alexandre. Les deux sont nécessaires, un mix des deux est nécessaire, et je voudrais revenir sur un certain nombre de choses qui ont été dites un peu, parce que l'essentiel de ce que je voulais dire a été dit, comme on dit, donc c'est un peu compliqué, mais j'ai envie de rebondir sur pas mal de choses, notamment cette question dans le modèle décroissant, entre guillemets, où on parle beaucoup de décroissance. Alors il y a ceux qui vont être très décroissants, d'autres qui vont dire que c'est un peu du grand n'importe quoi, etc. Alors, souvent, on ne sait pas vraiment, parce que pour relier ça à la thématique de le rôle de la science dans la transition énergétique,
En fait, quand on parle de décroissance, je crois qu'on ne sait pas vraiment de quoi on parle, enfin, qu'on soit critique ou qu'on soit pour. Finalement, alors c'était Monsieur Charles qui parlait du sondage qui disait que 72% des Français veulent que le développement économique continue. Donc ça s'opposerait à la décroissance. Mais en fait, je surinterprète peut-être, mais qu'est-ce qu'il y a derrière le développement économique? Il y a des questions. Est-ce qu'on est en train de parler de croissance du PIB, du PIB, qui est un indicateur qui, par ailleurs, je trouve extrêmement intéressant, extrêmement riche, qui contient énormément de choses. Mais est-ce qu'on veut absolument que ce PIB croisse, ou est-ce qu'on veut finalement continuer à être heureux, que l'utilité, en fait, pour parler en termes économiques, soit continue à croître? Donc est-ce qu'on veut finalement, je pense que tout le monde veut continuer à avoir le même besoin en mètres carrés, le même besoin en transport, le même besoin c'est-à-dire que je veux continuer à habiter dans un appartement décent, je veux continuer à pouvoir me déplacer, aller travailler, aller voir mes amis, aller me rendre à faire mes courses. Ça, c'est les besoins en mobilité. Donc, il y a le secteur résidentiel, il y a le secteur transport qui sont fondamentaux, il y a les industries. Donc, je veux continuer à avoir un ordinateur, un téléphone, on veut continuer à pouvoir fabriquer des véhicules électriques et toutes les infrastructures qui vont répondre à cet enjeu de la transition énergétique. Mais la question, c'est comment est-ce qu'on satisfait ces besoins? On veut continuer à tendre vers le plein emploi, à ce que tout le monde ait un salaire pour pouvoir vivre décemment, etc. Donc ça, j'imagine que tout le monde est d'accord sur ça. Après, c'est effectivement, comme disait Patrick, c'est quel est le chemin, comment est-ce qu'on satisfait ces besoins et quel est le chemin pour arriver à satisfaire ces besoins de façon à ce que cela soit conciliable avec la contrainte climatique. Mais est-ce que le débat est bien posé? Parce que je pensais aux petits réacteurs modulaires, par exemple, dont on a beaucoup parlé ces dernières semaines, les SMR, que vous fabriquez. Moi, dans mon idée, ça a toujours été quelque chose qui était destiné à l'export, parce que c'est pas très adapté à la France. Là, on a l'impression que les politiques ont sauté dessus en se disant « Ah, ça fait moins peur, c'est des petits réacteurs, ça fait moins peur que des gros, alors on va vendre le truc. » Et ça marche. Comment faites-vous pour rectifier le tir? Et j'ai pas tellement entendu de discours d'EDF là-dessus pour dire non mais vous emballez pas. Sur toutes ces questions-là, évidemment, il y a des effets de mode, il y a des passions et ça intéresse. Globalement, on a de la chance, on est sur des sujets qui intéressent les gens. Moi, je ne dépasse pas un dîner sans qu'on me parle toute la journée, toute la soirée de mon boulot. Donc c'est très intéressant. Mais donc il faut savoir répondre à ça. Moi, ce qu'on aime bien, c'est quand même la science. Le sujet, c'est quel est le rôle de la science. C'est la science et les chiffres. Je suis pas matheux, je suis pas ingénieur, ce qui est grave chez EDF. Je suis passé par cette école et à l'époque, on ne faisait même pas le programme d'humanité scientifique, donc c'est dire. Mais je crois vraiment à la science, je crois vraiment aux chiffres. Et il y a des moments importants. Je lisais il n'y a pas longtemps un bouquin de David Jais qui parlait de la nouvelle société et qui faisait référence à la manière dont, après la Deuxième Guerre mondiale, on a reconstruit la France, le plan monnaie, sur la base de chiffres, on mettait les choses à plat et on concertait sur ces chiffres. Un exemple, RTE vient de faire ça avec un document fabuleux qui s'appelle Futur énergétique 2050. C'est un énorme document où ils ont mis à plat les chiffres et tout le monde autour de la table. Et je trouve qu'on retrouve un peu cette méthode où sur la base de chiffres, on regarde ce qui est possible et ce qui n'est pas possible. Et je crois qu'on a vraiment besoin de ça. Ouais. Mais justement, est-ce que l'un des principaux défis, Myriam, c'est pas que les Français puissent comprendre mieux les faits scientifiques pour faire les bons choix? Parce que les comptes rendus qui ont été faits de ce rapport n'étaient pas non plus franchement lisibles pour les citoyens. Alors ça, pour moi, c'est un véritable enjeu. Je sais pas, c'est peut-être pas le bon mot, la vulgarisation de la science, mais la diffusion de la science, en particulier sur un sujet comme celui-là, qui est extrêmement important, où il est question d'acceptabilité des politiques, etc., où la science a un rôle majeur à jouer. Alors, ceci dit, en passant, je voudrais souligner le fait que c'est vrai que souvent, quand on parle de science, on pense science dure,
Mais dans ce domaine, il y a aussi beaucoup les sciences sociales. Et l'économie, on a cité l'économie à de nombreuses reprises aussi. L'économie, la sociologie, absolument, absolument. Et du coup, je pense que les sciences sociales ont un rôle fondamental à jouer et qui est tout aussi difficile, voire plus, dans ce qui est de la transmission au grand public, à la société civile, j'ai envie de dire. Notamment sur la question des coûts des politiques, qui est vraiment, et du coup, dont dépend fortement l'acceptabilité de la mise en œuvre de politiques. Je reviens sur la question du prix du carbone, par exemple. Le prix du carbone, donc a priori, voilà, tout le monde était on est tous un peu d'accord il y a un consensus scientifique sur la nécessité de mise en œuvre d'un signal prix, en tout cas, qui permettrait d'orienter les comportements des différents agents économiques vers quelque chose qui soit conciliable avec la question climatique. Après, la question, c'est encore une fois, comment est-ce qu'on le met en œuvre? Et justement, il y a énormément d'outils scientifiques, de modèles technico-économiques, socio-économiques qui permettent de montrer, en fait, comment est-ce que la mise en œuvre de l'implémentation d'un tel instrument, enfin d'une telle politique comme le prix du carbone, peut générer des coûts plus ou moins élevés, voire des gains. Et notamment, il y a la question du recyclage des revenus de cette taxe, qui est quelque chose d'assez fondamental, qui est vraiment, dans la science économique reliée au climat, c'est vraiment quelque chose d'absolument nécessaire. J'ai l'impression que ça manque beaucoup dans le débat, et notamment dans la crise des Gilets jaunes. C'est peut-être quelque chose... voilà, les 7 milliards de taxes sur l'essence aujourd'hui partent au budget général, ils ne sont pas fléchés, vous voulez dire, sur des mesures de transition Ah non, c'est pas du tout forcément ce que je veux dire. Moi, je pense pas du tout qu'il faille, utiliser les revenus de la taxe carbone pour aller vers pour financer des éoliennes, pour caricaturer. Ça peut très bien être pour financer les retraites, ça peut très bien être pour de l'aide à l'emploi pour certaines entreprises. L'idée, c'est qu'il faut que ça soit recyclé dans l'économie de façon vertueuse, de telle sorte à ce qu'on obtienne ce qu'on appelle un double dividende, un dividende environnemental qui permette effectivement, on va avoir une réduction des émissions de gaz à effet de serre, une réduction du changement climatique et quelque chose de vertueux pour l'économie. Alors ça peut passer par des parties de ces revenus qui peuvent être des compensations aux ménages les plus pauvres. Dans une transition comme ça, comme celle dont il est question là, il y a évidemment des gagnants et des perdants en termes d'âge, en termes de ménages. Il y aura des ménages qui vont en prendre plein la figure, ceux qui n'ont pas le choix. Disons que moi je pense que la science a un rôle important à jouer. Parce qu'en fait, je suis un peu stressée par le temps. J'ai plein d'idées qui me viennent. Il vous en reste pas beaucoup, c'est vrai. Donc, ce que je souhaite dire là, disons que il y a beaucoup de choses sur la table. La science traite de façon vertueuse, excellente, que ce soit au sein des entreprises, chez les R&D ou alors dans les centres de recherche plus académiques. Le challenge, c'est effectivement comment le communiquer pour qu'effectivement les choses deviennent plus acceptables et que les politiques puissent, de façon vertueuse, mettre en place des politiques qui aillent de choses qui permettront des changements techniques, de l'investissement dans de la technologie, mais aussi dans du changement de comportement. On voit que c'est un énorme chantier à construire, en tout cas, de cette acceptabilité sociale des politiques, que la compréhension doit précéder en général, c'est pas simplement une explication. Je vous remercie beaucoup de votre éclairage. C'est frustrant. On va accueillir, pour évoquer quand même le Graal, on ne pouvait pas parler de transition énergétique sans parler d'un rêve, celui d'une énergie propre, illimitée, sans déchets. Je parle bien sûr de la fusion nucléaire. Et on va accueillir Sébastien Lepape pour en parler, chercheur au CNRS, directeur scientifique du laboratoire. Alors, dites-moi si je dis une ânerie, l'ULI, laboratoire pour l'utilisation des lasers intenses à l'école polytechnique. Bonsoir, monsieur Lepape. Non, c'est bien mon laboratoire. C'est bien votre labo. Donc on est devant un public averti.
Évidemment, je sais, tout le monde sait très bien ce que c'est que la fusion nucléaire, mais je pense que comme ça va mieux en le disant, je vais vous demander en introduction de nous en rappeler le principe. D'accord. Alors la fusion nucléaire, le principe, c'est prendre deux noyaux atomiques et de les faire fusionner entre eux pour créer un atome de masse plus faible et une autre particule. En créant cet atome de masse plus faible, la différence de masse, donc de masse plus faible que la masse des deux atomes initiaux. Et ce qui va se passer, c'est que cette différence de masse va être convertie en énergie par la fameuse loi E égale mc2, et on va créer de l'énergie en faisant fusionner des petits atomes. Donc ça, c'est le principe de la fusion. La difficulté majeure, c'est qu'il faut créer, pour fusionner, contrairement à la fission, il faut créer des conditions. Oui, alors, les deux noyaux n'ont pas envie de fusionner parce qu'ils ont la même masse, la même charge électrique. Pardon. C'est comme si vous preniez deux aimants et que vous essayez d'amener ensemble les deux pôles positifs des aimants. Mais ils n'ont pas envie d'aller l'un vers l'autre. Il y a ce qu'on appelle la barrière colombienne qui va empêcher les noyaux atomiques de fusionner les uns vers les autres. Mais la mécanique quantique, dans sa beauté, permet ce qu'on appelle l'effet tunnel, qui, si on donne l'énergie suffisante à ces deux noyaux, eh ben, ils vont pouvoir arriver à fusionner et à créer cet autre noyau. Alors la fusion, ça existe dans la nature. La fusion, ça existe tous les jours au centre du Soleil. Le centre du Soleil a une température de l'ordre de 10 millions de degrés Celsius et des densités de l'ordre de 10 000 fois la densité du solide. Et ce qui confine, ce qui garde ensemble ces noyaux pour fusionner, c'est la masse du Soleil, c'est la gravité. C'est ce qui confine ces noyaux ensemble. Parce que sinon, si on n'arrivait pas à les confiner, ben, avec l'énergie qu'ils acquièrent, ils auraient tendance à s'expandre dans le milieu interstellaire. Donc ça, c'est comment ça marche dans la nature. On sait faire aussi, on sait la provoquer, la fusion. Oui, alors, une chose. On s'intéresse à des noyaux, des petits noyaux, et ça, c'est hyper important. Parce qu'évidemment, si on reprend l'image des aimants, essayer de faire venir ensemble des charges positives, ben, moins la charge est grande, plus on a de chances de faire fusionner ces deux noyaux. Donc on parle d'isotopes de l'hydrogène, qui sont les plus petits atomes qu'on peut trouver. Pourquoi c'est important? Parce que ça veut dire que le fuel pour la fusion, c'est de l'eau. Ça veut dire que les produits de la fusion, alors, si on prend du deutérium, tritium, qui sont des isotopes de l'hydrogène, qu'on les fait fusionner, on va créer un atome d'hélium et un neutron. Et c'est dans ce neutron qu'est l'énergie. Ce neutron, il a une énergie de 14,4 MeV. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Si je prends un neutron, je le mets sur la Terre, je le lâche, il arrive sur la Lune en 4 secondes. C'est l'énergie qu'il a. Okay. Même Thomas Pesquet ne peut pas faire ça. Donc voilà, donc, tout le challenge, c'est convertir cette énergie cinétique des neutrons en énergie thermique, en chaleur, pour faire tourner des turbines, comme dans une centrale nucléaire totalement classique. Sauf que l'énergie produite par la fusion, c'est 4 fois l'énergie produite par la fission. Donc on peut comprendre que c'est favorable, et il n'y a pas de réaction en chaîne. Le problème de la fusion, et tous les problèmes qu'on connaît, c'est la réaction en chaîne, qui, si on ne l'arrête pas, va aboutir au meltdown, à Fukushima et à Tchernobyl. Mais c'est tellement dur de faire la fusion qu'en fait, il n'y a pas de réaction en chaîne. Dès qu'on arrête de nourrir en énergie le fuel, ben, on arrête la fusion. Donc c'est sans danger. Il y a de la radioactivité secondaire, mais dont les demi-vies ne sont pas comparables avec les demi-vies des gros atomes issus de la fission. Oui, alors, on sait faire la fusion. Donc oui, on va faire la fusion. On sait faire la fusion depuis les années 50. La bombe à hydrogène, c'est une bombe à fusion. On ne sait juste pas le maîtriser.
les militaires, tout ça bien, mais oui. Et comment est-ce qu'on atteint les conditions pour la fusion dans une bombe à hydrogène? On utilise une bombe à fission qui va nous permettre de chauffer le fuel de fusion aux conditions nécessaires à la fusion thermonucléaire. Donc ça, on sait le faire. Et c'est pas anodin si je dis ça. C'est parce que aujourd'hui, il y a deux méthodes pour arriver à la fusion dans le laboratoire. Il y a ce qu'on appelle la fusion par confinement inertiel et la fusion magnétique. Le programme de fusion par confinement inertiel découle de ces programmes d'armes, que ce soit en France, aux États-Unis et en Angleterre. Parce que lors d'essais, principalement au Nevada dans les années 70 aux États-Unis, on a démontré qu'on pouvait faire la fusion lors d'essais nucléaires. Donc voilà. Donc pour en revenir à ça, donc il y a deux principales voies pour la fusion maîtrisée pour l'énergie. La première voie sur laquelle moi j'ai travaillé quand j'étais aux États-Unis, c'est ce qu'on appelle la fusion par confinement inertiel. Vous prenez un énorme laser qui fait 2 mégajoules. Alors pour vous donner des idées, pour chauffer, vous prenez un litre d'eau, pour chauffer l'eau entre 10 degrés et 30 degrés, ça prend 40 joules. Donc là on parle de 2 mégajoules. On parle d'un laser qui ressemble à 2 stades de football et qui vaut 3 milliards d'euros. Il y en a un aux États-Unis qui s'appelle le National Ignition Facility et il y en a un à Bordeaux qui s'appelle le laser mégajoule. Là, ce que vous faites, c'est que vous prenez des faisceaux laser et vous allez comprimer le deutérium-tritium, les isotopes de l'hydrogène. Imaginez que vous avez un ballon de basket que vous essayez de comprimer de manière sphérique sur quelque chose qui a le diamètre d'un petit pois. Donc ça, c'est l'enjeu. Et pourquoi vous voulez... Et ça, très très vite. Parce que si vous allez vite, vous avez de l'énergie cinétique que vous convertissez à la fin en chaleur pour atteindre... Le but, c'est d'atteindre 130 millions de degrés. Okay, 130 millions de degrés à des densités de l'ordre de 1000 fois la densité du solide, qui se rapproche des densités des conditions thermodynamiques du Soleil en un peu plus chaud. Donc, on prend ce laser, 192 faisceaux laser, 2 mégajoules, et on comprime la matière à ces densités et ces températures. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la fusion par confinement inertiel. C'est une technologie duale, c'est une technologie qui sert depuis la fin des essais nucléaires à Mururoa, au Nevada, et tout ça, au programme de simulation numérique pour la bombe atomique. Donc en France, c'est le CEA, militaire, et aux États-Unis, c'est le Department of Energy, aussi pour des applications militaires. Mais néanmoins, ils veulent la fusion, parce que c'est ce qui se passe dans une bombe atomique. Donc ça, le concept, il vient des années 70, c'est publié par les Américains, le premier concept. Est-ce qu'on aura un programme, est-ce que la fusion, dans un programme civil, c'est un rêve, ou est-ce que... Alors l'autre pendant de la fusion, c'est le programme tokamak, la fusion magnétique. Alors là, dans ce cas-là, on a un plasma de deutérium-tritium à beaucoup plus faible densité. On n'est pas à 1000 fois la densité du solide, mais on est à 10 millionième de la densité du solide. Donc on a un gaz et on est dans un anneau. Et le gaz, il est très chaud, très peu dense, mais très très chaud, à des dizaines de millions de degrés Kelvin. Ouais, Celsius, c'est presque pareil. Ce qu'on veut, c'est confiner ce ruban de plasma à l'intérieur d'un anneau. Et pour ça, on va utiliser des champs magnétiques extrêmement intenses, avec une topologie extrêmement compliquée, pour arriver à garder au centre de cet anneau un plasma qui a la température et la densité suffisantes pour initier ces réactions de fusion, et pendant un laps de temps suffisamment grand. Donc ça, c'est la fusion par confinement magnétique. Ça a été théorisé par des Russes dans les années 50. Et ça, c'est ITER. Et ça progresse rapidement. On dit fréquemment, la fusion nucléaire, on se donne un horizon de 100 ans, d'un siècle. Alors, où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Fusion magnétique.
ITER. ITER, c'est 25, donc c'est cet énorme tokamak qui est en train d'être construit près de Marseille à Cadarache. 25 milliards d'euros de budget. Il est à peu près à 70% construit, ITER aujourd'hui. On prévoit de faire le premier plasma en 2025 et le premier plasma de deutérium tritium en 2035. Alors ça paraît loin, mais ITER c'est déjà un pas vers ce que serait un réacteur à fusion pour produire de l'électricité. Les défis qui restent à relever, c'est quoi? C'est de trouver des matériaux qui soutiennent des telles températures sur la durée. C'est quoi les... Ouais, oui. Alors donc on a ce plasma qui est très 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 chaud, 150 millions de degrés. Le problème c'est la tenue à la chaleur de tous les matériaux qui vont confiner ce plasma. Ça c'est le premier problème. Comment dégager la chaleur, cette chaleur énorme, comment la dégager? Parce qu'il faut bien voir, c'est ça la beauté de l'engin, c'est qu'on a un plasma de 150 millions de degrés, mais c'est dans un univers qui est cryogénique à moins 270 degrés. Donc c'est comment arriver à utiliser cette chaleur qui ne va pas perturber. Ah oui, parce que les aimants qui créent ces champs magnétiques sont des aimants supraconducteurs à moins 270 degrés Celsius. Donc c'est un peu cette coexistence de l'extrêmement chaud et de l'extrêmement froid qu'il faut arriver à gérer. Après, il y a des problèmes sur la physique en elle-même. Donc avant ITER, il y avait quelque chose qui s'appelait JET, qui était aussi un tokamak en Angleterre, et qui avait réussi à faire la fusion pendant une seconde. On veut arriver à 400 secondes de fusion pour pouvoir créer 500 MW d'énergie, soit 10 fois plus que ce que je mets dans la machine. Ça, c'est ce que ITER veut atteindre. Où est-ce que j'en étais Non, c'est des instabilités. Donc, comment vous gardez ce plasma ensemble pendant 400 secondes? Ça reste un enjeu de physique fondamentale lié à des instabilités. Mais quand on voit l'effervescence qu'il y a aujourd'hui autour de la fusion dont on parlait tout à l'heure, est-ce que ce sont des effets d'aubaine, des startups qui se montent? Est-ce qu'il y a un réel espoir de résultats? Alors je ne dis pas rapide, mais parce qu'on est évidemment sur un temps long, mais je ne sais pas, avant le siècle? Alors, je vais me permettre de revenir à l'autre schéma, parce que vous allez voir qu'il y a des progrès. Donc sur le schéma de confinement par inertiel, donc avec des lasers, en août de cet été, les Américains au National Ignition Facility ont créé 1,3 mégajoules d'énergie en utilisant 1,9 mégajoules. Peut-être ça ne vous dit rien, mais en fait, ça fait 50 ans qu'on essaye de faire ça. Et c'est la première fois, c'est le plus proche qu'on ait de la fusion en laboratoire. Donc c'est une avancée colossale dans le monde de la fusion. Sauf que c'est la fusion par confinement inertiel qui est un peu duale et compliquée. Pour la fusion par confinement magnétique, oui, on le voit bien aujourd'hui, il y a des investissements. Alors, tous les investissements, toutes les machines que j'ai décrites sont financées par le public, que ce soit l'Europe. ITER, c'est 35 pays. Le National Ignition Facility, c'est juste les Américains. Et le laser mégajoule, c'est l'État français parce que c'est le programme de défense. Alors, c'est vrai qu'il se crée un écosystème de start-up qui bourgeonne. On a 2,8 milliards de dollars ont été investis ces 5 dernières années dans des start-up, alors pas en France, oui. Majoritairement aux États-Unis, en Allemagne, au Canada et en Angleterre. Principalement sur des schémas de fusion par confinement magnétique, avec des différences techniques sur ces schémas. Mais ça montre qu'il y a un vrai intérêt. Il y a des gens comme Bezos, comme SpaceX, Elon Musk. Ces gens-là mettent des millions de dollars. La dernière start-up a levé 880 millions de dollars sur un schéma dont je n'avais jamais entendu parler. Ils ont levé 880 millions de dollars l'année dernière.
Donc oui, il y a un afflux de capitaux privés, surtout dans la partie magnétique. En quoi c'est intéressant? ITER, ça va continuer. ITER, c'est 25 milliards, on ne va pas arrêter ITER. En revanche, il y a des développements qui se passent sur ces petites installations. Donc là, le développement le plus important dans le domaine magnétique, c'est une spin-off du MIT qui vient de développer des nouveaux aimants qui sont supraconducteurs à plus haute température. Pourquoi c'est important? Parce qu'on n'est pas obligé de refroidir autant, et en fait ça a plein d'avantages en termes d'ingénierie. Et deux, on va pouvoir réduire la taille de ces machines. Ce qui coûte cher dans l'ITER, c'est que c'est colossal. Donc si on peut réduire la taille de ces machines, on en réduira le coût. Ça a d'autres implications qui ne sont pas encore complètement... auxquelles on n'a pas encore complètement réfléchi parce que ces résultats sont assez récents. Mais ça, ce qui montre que ces petites startups sont plus agiles à réfléchir à des points de détail de la grosse machine que sera un réacteur à fusion, mais elles vont toutes apporter un peu de pierre à l'édifice. Alors, cette start-up en Californie veut atteindre la fusion en 2035. Voilà. Merci beaucoup. On pourrait vous écouter parler des heures. Désolé, le temps est écoulé. On est déjà très en retard. On a mis pour libérer la salle. Et on voudrait pouvoir terminer cette conférence par un débat. On comprend que pour convaincre la société d'accepter ces investissements lourds dont on a besoin, il faut évidemment qu'elle y croie, qu'elle s'intéresse à la science. Et là, on a un gigantesque défi. On l'a vu, défiance envers les vaccins pendant la crise sanitaire, envers les OGM, envers les pesticides, envers tout un tas de technologies. Comment intéresser les gens à ces nouveautés qu'on ne maîtrise pas? Alors on accueille Emmanuel Ducrot, journaliste à l'Opinion, et on pointe sur tous les sujets agricoles qui font débat, et Mac Lesguy. Bonsoir, ingénieur agronome, journaliste, pilier de l'indispensable émission de vulgarisation scientifique, E égale M6, que vous avez tous regardé, n'est-ce pas? Sûr que tout le monde connaît. Bonsoir. Bonsoir. Et bien sûr, Olivier, qui nous rejoint. Alors, Mac, je voulais simplement... vous êtes un peu le doyen de cette estrade ce soir, puisque votre première émission, elle était diffusée en 1991. J'avais envie de vous demander, est-ce que vos efforts ont payé? Est-ce que vous avez perçu une évolution positive dans la compréhension des enjeux scientifiques? Merci Géraldine. Alors je dirais, est-ce que mes efforts ont payé? Oui et non. Oui, parce que quand je vais aujourd'hui dans des laboratoires, où je tourne toutes les semaines à peu près dans un laboratoire, il y a très souvent un thésard, un doctorant, un jeune chercheur qui me dit « Je vous regardais petit, vous avez contribué à mon éveil scientifique et c'est un peu grâce à vous que je suis là. » Donc de ce point de vue-là, j'ai réussi. En revanche, au niveau de la société, est-ce que j'ai réussi à porter ma petite pierre à l'augmentation du niveau et de la culture scientifique française? Malheureusement, je ne peux que faire un constat d'échec. Il y a 30 ans, quand j'ai commencé, la parole scientifique était une parole qui était valorisée en France. La parole du chercheur, l'avis du chercheur, l'expertise du chercheur, ça comptait, ça n'était pas remis en cause. Il n'y avait aucun mouvement politique à l'époque, voilà, c'était très marginaux, qui se revendiquait ouvertement de la sorcellerie plutôt que de la science, comme on peut le lire ou l'entendre aujourd'hui. Il n'y avait pas des pans entiers de la société qui étaient entrés en révolte contre la science dans ses techniques, dans ses applications, dans l'énergie, dans l'agriculture, dans la médecine. Vous le rappeliez, la querelle sur l'hydrochloroquine ou sur les vaccins. On voit quand même le Guadeloupe qui est à feu et à sang pour une histoire de l'obligation vaccinale des soignants. Je pense, moi, personnellement, on est entre nous, que la France, la société française, je ne parle pas des élites françaises, mais je pense qu'une bonne part de la société française est entrée en décadence en matière de culture scientifique. Il n'y a pas de journaux, il y a peu de journaux, je vais en exclure quelques-uns parce que je sais qu'ils sont présents ici, il y a peu de journaux qu'on ne puisse pas ouvrir aujourd'hui en pointant, dès qu'on traite de sujets techniques ou scientifiques, une erreur, une approximation. Il y a peu de radios qu'on peut écouter sans un moment sauter sur sa chaise en disant mais comment est-ce que le journaliste ose dire ce genre de choses. Je ne pense pas qu'il y a 30 ans, il y a une génération, le niveau de culture était le même.
Parce que, pourquoi il y a des tas de raisons. Hein. On voit qu'il y a une baisse du niveau de l'éducation scientifique en France. Hein. Ça, tous les classements, toutes les études de pointe, il y a des pays qui montent, hein, Singapour, les Finlandais, etc. Puis il y a des pays qui descendent, mais dans ces pays, il y a nous. Il y a des tas de gens qui pour des raisons soit idéologiques, soit religieuses ou autres, sont entrés vraiment en révolte, en dissidence contre un mode de vie où la science apporte sa pierre. Il y a une remise globale en question. Hein. Une candidate, il n'y a pas très longtemps, disait qu'elle préférait des jeteurs de sorts à des ingénieurs. En 91, quand j'ai démarré, jamais on aurait entendu une chose pareille. Donc, moi, je fais un constat qui est un petit peu désabusé, parce que, et heureusement d'ailleurs, pour le devenir de la planète, il y a des pays où la science est en pointe. Vous savez, en France, on forme 37 000 ingénieurs par an. En Chine, on en forme 1 300 000. Hein, et ce ne sont pas les gens qui vont aller sur la place rouge dire nous préférons des jeteurs de sorts aux ingénieurs. C'est tout le contraire. Donc, la culture scientifique, heureusement, dans le monde, est en train de monter, mais en France, je vois beaucoup de chercheurs qui rentrent un peu dans leur coquille, qui rentrent dans leur carapace, qui disent on ne prend plus part au débat public parce qu'on a peur de prendre des coups. Et qu'est-ce qu'on va y gagner? C'est pas parce qu'un chercheur au CNRS va écrire une tribune pour protester contre telle ou telle dérive qu'il voit dans la société française, qui va augmenter son salaire ou va augmenter ses crédits de recherche à la fin du mois. C'est parfois même le contraire. On a eu des cas de censure, de censure scientifique à l'INRAE il n'y a pas très très longtemps, parce qu'il y avait des militants je crois que c'était anti-OGM à la porte d'un laboratoire, et la direction a dit bon, on ne va pas jeter l'huile sur le feu, faites profil bas. Et on a demandé à des chercheurs de se taire. Jamais j'aurais cru ça possible quand j'ai démarré avec LM6. Donc pour répondre à votre question, non, la France actuellement, et c'est sûrement un des handicaps qu'elle devra affronter quand elle devra se mettre sérieusement à la lutte contre les émissions de gaz à effet de serre, la France n'est pas un pays scientifique, n'est plus un pays scientifique, la France n'est plus un pays qui a une idée précise des ordres de grandeur. Hein. Qui sait aujourd'hui combien de gigawatts, de gigawatts la France a besoin à un instant T? Vous posez cette question, personne. Pardon, 60, voilà, vous le savez, voilà, 54 précisément, si vous rappelez à l'année. Vous voyez, je me faisais le calcul là. Olivier, vous montriez ce magnifique exemple de CGN France avec ses parcs éoliens, solaires, etc. Waouh, c'est l'avenir. Et puis il dit, ça en fait 900 gigawattheures de production annuelle. J'ai fait une petite division. 900 gigawattheures, c'est 0,002% de la consommation annuelle française. Voilà, en moyenne. Et ça, vous connaissez la consommation moyenne. Quand vous montez à la pointe, ça veut dire qu'il faudrait 525 entreprises comme ce CGN France pour assurer la consommation en moyenne. Mais quand vous êtes à la pointe et que vous montez à Alexandre Perra, vous le savoir mieux que moi, à 100 gigawatts, ça veut dire qu'il en faudrait plus d'un millier. On n'a pas 1000 champagnes à disposition pour mettre des éoliennes de ce monsieur. Et c'est là aussi, vous voyez à quel point la force de l'image peut vraiment nous faire croire à de véritables mirages, et que donc il faut toujours regarder quels sont les ordres de grandeur, et ça c'est de plus en plus difficile. Emmanuel, vous le vivez aussi au quotidien, hein. Vous dans votre exercice, dans votre profession, vous vous attaquez un peu à des totems, à des tabous, les OGM, les pesticides, les questions d'agriculture. Est-ce que vous avez le sentiment qu'on se prive aussi de solutions, parce que le thème de cette conférence c'est la transition écologique. Est-ce qu'on est assez armé ou est-ce qu'on se désarme dans la lutte? Je pense que plus qu'un désarmement, c'est un sabotage auquel on assiste. Et je le dis d'autant plus tranquillement que quand j'ai commencé à traiter de ces sujets agricoles notamment, je l'ai fait en ayant une opinion très commune en France. C'est-à-dire que les OGM c'était mal, que les pesticides c'était pas bien, etc. Enfin, je suis arrivée avec une opinion vraiment très lambda, j'allais dire, et au fur et à mesure de mon travail, que j'ai abordé sous un angle vraiment économique, parce que je suis journaliste économique, je me suis aperçue qu'en fait, je m'étais fait enfumer, mais vraiment enfumer. Et ça m'a mis très en colère, parce que j'ai dû penser contre moi-même, ça a été extrêmement douloureux. Je me suis vraiment demandé à un moment qu'est-ce qui se passait, est-ce que je raisonnais faux, est-ce que je m'étais laissé embrigader, enfin voilà. J'ai repris ça par tous les angles, impossible et imaginable, et je me suis aperçue quand même que les OGM, par exemple, c'est un fantasme. Le fantasme de la dangerosité des OGM a été monté de toutes pièces. Alors ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de question, ça ne veut pas dire que ce n'est pas un choix de société, mais on ne peut pas avoir de débat de société sur des principes scientifiques faux.
et sur des affirmations scientifiques faux. On doit régulièrement, dans des débats, y compris avec des politiques, démentir des choses aussi évidentes que les OGM sont stériles. C'est absolument faux, tout le monde le sait, mais il y a encore des gens qui continuent à faire peur avec ça. Les OGM provoquent des cancers, tout le monde sait que c'est faux, les études le démontrent, on en utilise depuis 40 ans, tout le monde sait que c'est faux. On continue allègrement à utiliser cet argument-là. On a sur ces thématiques-là une somme de recherche absolument énorme, ce qui constitue un consensus, et on a des gens, y compris dans le monde politique, qui continuent à utiliser des contre-arguments totalement faux, qui ne reposent sur strictement rien du tout, pour manipuler le débat. Et pour moi, c'est un vrai problème. Vous pensez que les médias ont baissé la garde, globalement en France? Oui, parce que je crois qu'il y a eu aussi un moment où les médias ont eu envie d'écrire ce que leurs lecteurs avaient envie de lire. Et c'est beaucoup plus vendeur de vendre de la peur sur les OGM, de vendre de la peur sur les pesticides, que de vendre un discours mesuré. Moi, je ne vends pas des pesticides, je vends un discours mesuré sur les pesticides. Je ne vends rien du tout, d'ailleurs, je vends des articles de journaux. Mais, comment dire, on n'utilise pas des pesticides par gaieté de cœur dans l'agriculture. On ne les utilise pas parce que ça fait plaisir ou que ça fait du rendement en plus. C'est très cher, ça a beaucoup d'inconvénients pour les agriculteurs. On les utilise parce que généralement, on n'a pas le choix. Parce qu'il y a des choses qu'il faut traiter, notamment par exemple, quand on explique aux gens qu'il y a des mycotoxines dans les céréales. C'est naturel, les mycotoxines, c'est un champignon. Mais c'est abattu à coût assez certain. Donc voilà, il y a toujours un principe que les Français ont aussi oublié, en plus de celui des ordres de grandeur, c'est celui du bénéfice et du risque. C'est-à-dire que à l'utilisation d'une technologie, il faut toujours peser quel est son avantage social, économique, et puis son inconvénient. Et on s'aperçoit quand même que pour beaucoup de pesticides, disons produits phytosanitaires, les avantages sont encore plus importants que les risques. Alors oui, c'est difficile à entendre, oui, ça va contre une idée générale où on met tout dans le même panier, du glyphosate aux néonicotinoïdes, je ne sais quoi, et puis souvent même des choses qui n'ont absolument rien à voir avec des pesticides. Et puis les gens les trouvent moins dangereux quand ils sont chez eux, parce que les néonicotinoïdes c'est super pour les colliers pour chiens, mais c'est affreux dans les cultures. Vous voyez, le bénéfice et le risque, on a du mal à le faire admettre à nos lecteurs. Est-ce que vous diriez, Olivier Babot, finalement, que c'est un espèce de relativisme qui s'est imposé, hein? Je pensais à la période récente, Mac l'a cité tout à l'heure, quand on entendait le professeur Raoult qui s'élevait contre la méthodologie scientifique, puisque sa stricte application, ça contredisait ses résultats, donc il ne fallait pas... Il l'a dit clairement comme ça, et finalement, c'est un discours qui passe. On a une espèce de postmodernisme qui transforme la science en un objet politique, et en considérant que on ne peut pas détacher la science de ses applications, que ces applications doivent être morales, et que si c'est pas moral, c'est plus de la science. C'est inquiétant, ça, comment on lutte? En fait, c'est plus un constructivisme qu'un relativisme, c'est-à-dire, et c'est le philosophe Bernard Williams, philosophe anglais, qui l'a montré, il a bien opposé véracité et vérité. Il montre qu'aujourd'hui, dans les sociétés, il y a une extraordinaire demande pour de la véracité. Et ça prend la forme d'une mise en doute très paradoxale de la notion de vérité. Et durant cette pandémie, il y a eu un truc terrible, c'est qu'on a confondu recherche et science. Les gens d'habitude étaient confrontés à de la science, c'est-à-dire à de la recherche stabilisée, si vous voulez. C'est celle que vous avez à l'école quand vous apprenez des choses à peu près stabilisées qui ne se renouvellent pas tous les jours. Bon. Et puis ils ont vu sur les plateaux de la recherche en réalité. La recherche, elle est différente, elle progresse par tâtonnement, elle progresse par débat, en particulier dans la médecine. On ne connaît pas tout au départ, il y a énormément de choses qu'on ignore, et puis il y a certaines choses qui remettent en cause à un moment donné un savoir. Et les gens, je crois, ont été extraordinairement troublés parce qu'ils ont eu l'impression en fait que la recherche c'était de la science et que finalement cette science a été tâtonnante, et on en est venu à cette idée absurde qu'on lit parfois dans les réseaux. Alors quand on est sur les réseaux sociaux, Mac est aussi beaucoup, d'ailleurs Emmanuel aussi sur les réseaux, mais d'ailleurs Géraldine aussi qui est beaucoup sur les réseaux. On lit parfois des trucs complètement dingues et du type ah mais la science de toute façon c'est le doute, donc ça veut dire que la science au fond elle ne sait rien puisqu'elle est justement capable de se remettre en cause tout le temps. Je crois que c'était vraiment l'objet de cet échange ce soir. Évidemment c'est toujours trop court, en tout cas si ça vous a paru court c'est que c'est bon signe. C'est comme pour les cours magistraux, si ça vous paraît extrêmement long, c'est plutôt mauvais signe, mais c'est l'idée que les enjeux dont on a parlé, on a donné énormément de chiffres ce soir, on a aussi parlé de choses, je crois, qui font rêver, on a parlé aussi de contraintes qui sont tout à fait
tout à fait matérielles. Et à un moment donné, il faut être capable de s'accorder sur des réalités. Sinon, les débats deviennent des espèces de confrontations de délire qui peuvent terminer effectivement par la pensée magique, qui est exactement ce à quoi on veut s'opposer, parce que si on est sorti de la misère, c'est en grande partie parce qu'on a tourné le dos à cette pensée magique, et il y a un truc de très intéressant, c'est qu'en effet, il y a une corrélation amusante entre richesse d'un pays, réussite d'un pays, prospérité d'un pays, et degré de connaissance scientifique des gens dans le pays. Alors, on sait qu'il ne faut pas confondre, n'est-ce pas, corrélation avec coïncidence et avec causalité, mais enfin, quand même, là, il y a un faisceau d'indices pour penser que c'est lié. Enfin, est-ce qu'on a des leviers à actionner quand même, Maglesby, parce que c'est assez déprimant quand on voit l'état de l'enseignement des sciences, des mathématiques, ça ne s'améliore pas en dépit des prises de conscience dans les discours. Écoutez, depuis que je sais que je participe à ce débat, ça fait 15 jours, j'essaie de creuser, je me creuse la tête pour essayer de trouver des motifs de satisfaction ou de lueur d'espoir. Je suis désolé de vous dire que je n'en vois pas. Je pense que le niveau va continuer, à baisser, que le différentiel avec les grands pays scientifiques qui sont aujourd'hui les pays asiatiques va s'accentuer de manière un peu irréversible. En venant ici, je ne sais pas si vous avez lu ce magnifique livre de Wells qui s'appelle « La machine explorait le temps ». L'explorateur, vous vous en souvenez, arrive en l'an 800 000 et quelques, il arrive dans une sorte de jardin d'Éden avec... alors il y a plus de... C'est un jardin magnifique, il n'y a plus de mauvaises herbes, les gens vivent tout nus, ils sont assez doux, ils jouent toute la journée. Il dit mais la société est devenue un paradis, il n'y a plus de maison, il n'y a rien du tout. La société est devenue une sorte de paradis. Et puis tout d'un coup, il s'aperçoit qu'il y en a qui disparaissent. Et du coup, en fait, ce paradis, il est régi par un monde souterrain, où habitent les Morlocks, qui ont évolué pour maîtriser les technologies. C'est eux qui chauffent cette serre géante, ce jardin d'Éden que est devenu la Terre. Seulement, ils ont besoin de manger, de temps en temps, donc ils vont prélever les Éloïs qui vivent en surface, parce que c'est de ça dont ils se nourrissent. Il y a une division des tâches. Et j'ai peur que, on voit des choses formidables, on n'est pas encore là, mais il y a vraiment le risque qu'à terme, nous devenions un peu les Éloïs de ce monde si on ne se réveille pas. Et je pointe, s'il y en a ici, je pointe la responsabilité, à mon avis, qui n'est pas assez évoquée. S'il y a des gens qui peuvent reprendre la parole et essayer de changer les choses, aujourd'hui, ce sont les chercheurs. On a besoin, aujourd'hui, plus que jamais, d'avoir la parole de chercheurs, de scientifiques, en exercice, sur les problèmes de climat, sur les problèmes de transition écologique ou énergétique, etc. On ne les entend pas assez. Ils sont très souvent, par peur de leurs organismes de tutelle, etc., qui leur donnent une certaine réserve, ils sont très souvent bridés dans l'expression, non pas privée, mais publique. Et je crois qu'on a vraiment besoin, plus que jamais, de leur parole. Et c'est aussi à nous, médias, évidemment, moi j'essaie de faire mon petit niveau, de leur donner la parole, de leur donner des tribunes. Mais je pense qu'il n'y a plus qu'eux, effectivement, pour exprimer leurs convictions, dire sur quoi ils croient, et surtout dénoncer ce qu'ils voient passer et en quoi ils ne croient pas. C'est vrai en agriculture, en énergie, dans des tas d'autres domaines. En sciences, évidemment. En médecine, heureusement, là on a vu beaucoup d'épidémiologistes et de médecins sur le pont, face au bourg de Marseille, et c'est une excellente chose. Mais il y a des tas de domaines où on n'a plus que jamais besoin de la parole des chercheurs et des scientifiques. Oui, on l'a vu en médecine parce qu'il y avait mort d'homme là immédiate. Emmanuel Ducrot, vous le voyez aussi dans votre pratique. Sur les OGM, par exemple, les chercheurs vous disent quoi? Parce qu'ils se taisent, s'ils parlent, ils perdent des budgets de recherche. C'est quoi le... Ah bah alors c'est assez simple, hein. Si on parle du cas français, les chercheurs ils sont partis. C'est-à-dire qu'ils ne sont plus là. La France avait, au début des années 90, un vivier de chercheurs sur ces technologies du vivant les plus prometteurs de la planète entière. Des gens extrêmement brillants, des gens qui avaient vraiment une idée très noble de cette façon d'aborder la science. C'est-à-dire qu'ils concevaient des plantes qui étaient faites pour eux, pour améliorer l'alimentation de leurs contemporains. Bon, il se trouve qu'après ça, les technologies ont été... saisi par une multinationale américaine dont je tairai le nom, qui a vraiment fait du sale boulot avec cette histoire, qui s'est dit que la meilleure chose à faire avec un OGM, c'était de le coupler avec un herbicide, ce qui était une idée parfaitement cupide et parfaitement stupide, et qui a tué cette idée fantastique. Enfin, pas dans le monde. Non, pas dans le monde, mais en tout cas chez nous, oui, parce que ça a été saisi par Greenpeace, par les écologistes, et que c'est devenu une espèce d'épouvantail. Et les chercheurs spécialistes des OGM, je parle très, très souvent avec eux, sont devenus des pestiférés dans leurs instituts de recherche. C'est-à-dire qu'on a commencé par les mettre à l'écart, ensuite on leur a demandé de remplir des dossiers invraisemblables
pour obtenir des financements. L'Europe a surajouté à ça des couches de réglementation qui a rendu carrément impossible l'expérimentation in vivo des OGM. Donc la politisation de la science, c'est aussi une affaire de scientifiques. C'est une affaire de scientifiques. Ils ont été victimes de la confiscation d'un débat. Et j'ajouterais à cela le fait que les rares chercheurs qui restent sur les biotechnologies végétales ont vu leur laboratoire saccagé, ont vu leur laboratoire investi par des opposants aux OGM qui ont cassé leurs ordinateurs, qui ont cassé leurs recherches, mélangé leurs recherches, de façon à ce que ça devienne absolument impossible. Et comme ces gens créaient du trouble dans les laboratoires, à l'INRA, à AgroParisTech, etc., ils ont été franchement mis à l'écart. Alors, est-ce que vous pensez qu'une réconciliation plus globalement, elle est possible encore, vous? Alors oui, je l'espère, vraiment, je l'espère, parce que je trouve que, je vais être un peu plus optimiste que Max sur ce point-là. Désir. Oui, non mais je trouve que le débat a évolué ces dernières années. C'est-à-dire qu'on sait que la recherche sur les OGM, elle est tuée telle qu'on le concevait avec les OGM qui consistent en gros, je vais faire simple, à ajouter un petit morceau d'ADN à un autre organisme qui n'est pas de la même variété, de la même espèce. Bon, ça, tout le monde a compris que le grand public n'en voulait pas durablement, à tout le moins en Europe, et si ça continue, je pense, ailleurs dans le monde, en Europe, ce sujet est mort. Mais les technologies évoluent de manière vraiment fantastique avec la connaissance du génome des plantes et on sait désormais, grâce à une technologie française d'ailleurs, puisque c'est la technologie qui a valu un prix Nobel à Emmanuel Charpentier, ça n'est pas la seule, mais c'est une de ces technologies d'édition du génome, on sait faire aujourd'hui en laboratoire ce que la nature fait toute seule. Chez vous, là en ce moment, vous êtes en train de muter, votre ADN bouge en fait à l'intérieur de vous, voilà. La nature fait ça dans les plantes, elle fait ça dans les êtres vivants de façon totalement naturelle et on sait aujourd'hui, avec la connaissance du génome, piloter ces mutations en laboratoire. C'est-à-dire qu'on ne rajoute rien d'autre et on ne fait rien d'autre que ce que fait la nature. On coupe, on déplace. On coupe, on déplace, mais on a la maîtrise du résultat. Ça veut dire qu'avec ces technologies-là, on peut avoir des plantes qui seront résistantes à la sécheresse. Et ça, c'est capital pour une bonne partie des pays en développement, pouvoir cultiver localement des plantes qui seront résistantes à la sécheresse. On peut obtenir des plantes qui sont résistantes aux agressions, aux parasites, aux maladies. Et ça veut dire qu'on n'utilise plus de pesticides pour combattre les maladies des plantes. Et là, on a vu dans notre affaire de betterave aux néonicotinoïdes interdits, si on avait eu à notre disposition ces technologies qu'on dit NBT, on aurait pu avoir des betteraves qui soient résistantes à la jaunisse du puceron sans avoir besoin d'utiliser ni néonicotinoïdes, ni d'ailleurs autre chose qu'on utilise en plus grande quantité.